Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Un grand retour aujourd'hui. Un grand retour, une invitée de marque, des invités comme ça que on le sait qu'on est en Cadillac des invités, que ça va être facile, connaissent leur sujet, sont à l'aise avec les micros, on pose nos petites questions puis on les laisse partir. mais c'est toujours un plaisir de la recevoir, Valérie Beaudoin, qui nous parle, qui est une experte de la politique américaine, qui suit ça, c'est sa passion, c'est son travail. On a parlé, en fait, là, les élections américaines approchent à grands pas. Et la politique américaine, ben, c'est une télé-réalité, c'est un soap opera, c'est toutes sortes d'affaires. C'est bien spécial. Alors, on essaie de décoder ça, un peu comprendre ce qui se passe. On a parlé du procès Trump, le verdict. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça entrevoit pour le futur? À quoi s'attendre pour les prochaines élections? Un genre de tour d'horizon de l'état de la politique américaine actuelle. Si vous aimez Valérie, puis la conversation qu'on a en ce moment, elle a un podcast qu'elle anime qui s'appelle Miss America, où est-ce qu'elle traite de ces sujets-là et comme elle nous explique à la fin du podcast, elle parle de politique américaine, mais dans le détail et en simplicité. Donc, si des fois on est perdu un petit peu par le fonctionnement de la politique américaine ou les divers mécanismes de celle-ci, ce podcast-là est fait pour décortiquer tout ça et bien l'expliquer. Donc, je vous invite à aller écouter ça si vous aimez la conversation. Et sinon, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Anyway, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Yes. Quand je t'ai écrit, je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on parle de la pièce de théâtre qui est la politique américaine en ce moment. Là. Oui. Parce que la dernière fois qu'on a parlé, on le disait avant de tourner, c'était avec Frédéric Gagnon, c'était à mi-mandat, aux élections de mi-mandat, fait que ça fait quasiment 1 an et demi. Puis depuis, on dirait que tout est tout le temps de plus en plus incroyable. Oui. Tout ce qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux, puis là, que ce soit des aventures judiciaires de Trump, on en parlera, que ce soit, on dirait, de la perte de cognition de Joe Biden. On dirait que ça va de pire en pire des deux côtés, puis qu'on se dit, comme au vers où est-ce que ça s'en va? On dirait que les personnages deviennent encore plus pointu et grotesque. Là. C'est quoi, toi, ta vision des derniers 2 ans, ou même depuis le début de la présidence de Biden, de la direction de la politique américaine? Mais moi, je vois ça comme un feuilleton. J'appelle ça mon feuilleton. T'sais, à chaque semaine, là, si je ne vais même pas dans la pièce de théâtre, je trouve que c'est un peu trop noble pour ce qui se passe parce que j'appelais ça au début un peu comme à la House of Cards, mais là, ça a dépassé ça. C'est comme un feu de l'amour, rencontre House of Cards dans le côté justement grotesque, exagéré. Puis là, je te parle pas, on parle même pas là, au Congrès. Des fois, ils sont sur le point de se battre. Ben oui. Les gens s'attaquent, il y a des menaces. C'est comme un... J'avais déjà fait en nom, j'avais dit, c'est comme du Jerry Springer mélangé avec justement du CPAC ou C-SPAN, dépendamment dans quel pays on regarde, la chaîne en continu qui parle de trucs parlementaires ou du Congrès. C'est exactement ça. C'est ça, ça l'a passé de House of Cards à un mauvais soap. Jerry Springer. Complètement. Puis on aurait écrit ça dans une série, puis on aurait fait ça se peut pas. Ben, tout est trop exagéré. Il n'y a rien qui se peut. Quand on essaie de sortir justement, là, de se dire, des fois je me dis, est-ce que c'est une réalité parallèle que j'ai fait autant d'études pour parler d'un procès entre une actrice porno, un avocat qui a fait de la prison pour parjure, un ancien président qui a payé cette femme-là. Et là, j'étais en campagne électorale avec tout ça. Je racontais en nom de leur débat. Je me disais, pourquoi tout ce travail pour finalement parler de potinage? Parce que c'est ça. Et là, c'est le procès de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Là, on est là aussi dans sa consommation de stupéfiants, ses rencontres avec les prostituées, tout ça. Ça devient qu'on parle plus de projet de loi, on parle pas de ce que les électeurs veulent. Puis je me dis, être américaine en ce moment, ça s'en va où?
C'est ça la grande question. À quoi tout ça sert? Parce que justement, pièce de théâtre, feuilleton, série télé, qu'on l'appelle comme on veut, ça reste que c'est dommage parce qu'on parle juste de ça, puis on parle pas du fond. Puis c'est des groupes qui s'entretuent, qui s'attaquent sur l'apparence physique. Toi, t'as plus de problèmes cognitifs que l'autre. Puis c'est pas juste démocrates, c'est les démocrates et les républicains. C'est pas juste dans le cas républicain qui vont attaquer Biden pour ce qu'il a dit. Les démocrates font la même chose. Si Trump se trompe sur quelque chose, ben c'est un spin de justement son erreur, puis le fait qu'il a cherché ses mots, puis tout ça. Alors, c'est le jeu de qui est le plus sénile que l'autre. Ici, des fois, mettons, la politique au Québec, on voit des échanges en salle de commune, puis on fait comme c'est stupide, c'est ridicule, mais au moins les échanges sont autour d'une question politique, tu sais. J'ai vu passer la semaine passée, je pense que c'était Marjorie Taylor Greene, qui, elle, semble être la pire. Là. Oh oui, c'est mon personnage préféré. Mais c'était comme, je pense que c'était une audition du Dr. Fauci dans une par rapport à la pandémie, oui, exactement. Puis, elle refuse de l'appeler docteur, puis elle dit Mr. Fauci, parce que quand c'est mon temps à moi, vous n'êtes pas un docteur. Puis là, ils se mettent à s'obstiner, tout le monde ensemble, à savoir, est-ce qu'on a le droit de décider de ne pas appeler quelqu'un docteur? Puis là, il y a quelqu'un qui fait, moi, je crois qu'on n'a pas le droit. Puis là, il y a comme quelqu'un qui fait, est-ce qu'on est rendu là? Il fait juste assister au truc, c'est est-ce qu'on est rendu à s'obstiner sur ces affaires-là? Oui. Ça a comme pas de bon sens, on dirait. Ben c'est qu'elle sait. Je pense que même si on rit d'elle, il y a d'avoir un fond d'intelligence qui se dit, je sais qu'on va parler de moi. Je le sais qu'on va parler. Ça va être quoi la clip qui va rouler le soir? Ça va être moi qui est en train de faire mon show en disant non, tu mérites pas que je t'appelle Dr. Fauci. Puis en plus de ça, tu mérites d'aller en prison. Tu dois plus avoir de licence pour pratiquer. Ouais. Tu vas aller derrière les barreaux pour ce que tu as fait au peuple américain. Là, la pointe l'image de lui qui est comme une game de baseball. Oui. Avec... Puis aussi des chiens dans un laboratoire pour dire les expériences qui ont été faites sur les animaux pendant le développement, j'imagine, du vaccin. Je t'avoue que j'ai pas écouté l'entièreté de la chose parce que c'est un peu décourageant. Puis Marjorie Taylor Greene, dans un autre échange, je pense que ça fait à peu près un mois, avec d'autres élus. Puis écoute, je me rappelle même pas c'était quoi le fond du sujet, c'est pour te dire à quel point. Ah oui, c'était est-ce qu'on devrait destituer ou pas Biden et tout ça. Et elle avait dit à une autre élue, elle dit, je pense que tu comprends pas ce que tu lis avec tes fossiles. Ouais. Puis là, elle commence à l'attaquer sur son apparence. Puis là, l'autre a dit, ah, moi, ça veut-tu dire que j'ai le droit de dire qu'elle est bâtie comme un homme, puis tu sais, les cheveux bleachés, cheap, puis... Aïe, aïe. Puis là, c'est le retour au primaire, là, à l'école primaire, à la cour d'école. Je l'avais écouté, c'était avec aussi. Oui, Alexandra Ocasio-Cortez qui a défendu l'autre qui était un petit peu plus nouvelle dans les élus, qui se faisait direct toi avec tes fossiles. Puis, ça n'a pas de bon sens. On attaque l'apparence, on parle pas du fond. Puis même si tu essaies de revenir, puis il y en a qui disent, c'est le fameux point of order ou le petit marteau, est-ce qu'on peut revenir à ce point-là? Ben, j'ai l'impression que non, parce qu'on veut marquer des points politiques des deux côtés. Puis c'est ça qui ressort dans les médias. Puis on fait partie un peu du problème parce que nous, on va en reparler tout ça, parce que c'est un cirque. Puis qu'est-ce qui est plus vendeur, médiatiquement parlant? Est-ce que c'est parler de la bataille entre les trois filles qui sont en train de s'insulter sur leur apparence ou c'est de parler du fond de la chose qui est le même discours qui traîne depuis des semaines puis qui va mener à rien. Là. Ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le ton qui a été imposé par Trump. Là, finalement, c'est comme son style qui a découlé dans tout le monde politique, là, finalement, parce que lui s'est rendu... En fait, tout le monde s'est rendu compte qu'en étant aussi plus grand que nature puis grotesque, ben, genre justement, là, lui, ça lui a servi. Fait que là, on dirait qu'on essaye de... s'approprier ce style-là. Oui, parce que tu dis, je perdrai pas de points politiques parce que lui, il le fait, puis au contraire, il monte dans les sondages. Fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, il faut quand même le dire qu'il y a des propos extrêmement déplacés. T'sais, il va se moquer de personnes handicapées, des migrants, de ses adversaires politiques. Il donne des surnoms aux gens qui étaient contre lui dans la course républicaine, puis après ça, dès l'expression, c'est « kiss the ring », là, ils reviennent à la maison, ils ont vu la lumière, que là, ils décident de l'appuyer, puis là, tout est oublié. Alors, ce côté-là exagéré de menaces aussi fonctionne très bien. Puis il y a tellement une petite, je reviens une petite seconde dans le politique, il y a tellement une petite majorité républicaine dans la Chambre des représentants que des gens comme Marjorie Taylor Greene savent que leur vote a tellement de poids et l'influence de l'extrême droite du parti, ce qu'on appelle le Freedom Caucus, là, ils savent qu'ils peuvent tout faire changer, ils peuvent faire basculer, ils peuvent faire sauter carrément le président de la Chambre, ce qu'on appelle le Speaker of the House, qui est un poste super prestigieux. S'ils décident de demander un vote, ça prend une seule personne. Fait qu'elle a fait des menaces
menace là, chaque jour. Elle va insulter son leader républicain. Elle va dire si tu fais pas telle chose, moi, je vais demander un vote pour que tu sois éjecté. Fait que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne par menace, par insulte. Et ils le savent qu'ils ont ce pouvoir-là. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est un peu être cynique, mais c'est exactement ça la situation. Juste avec ce qui se passe avec Trump et son verdict de culpabilité à New York, Marjorie Taylor Greene a dit dans les derniers jours, écoutez, on va tellement faire de pression sur New York qu'on va couper les fonds fédéraux pour qu'ils renversent la décision. Parce que c'est pas une décision fédérale, c'est une décision de l'État de New York. Alors, ils veulent qu'on renverse le verdict en coupant les vivres, en poursuivant des gens, en décidant de passer des nouvelles lois pour leur faire mal, de menacer que des procureurs aient en prison et de dire, on va destituer aussi Biden parce que c'est lui là, qui orchestre tout ça. Et ça fonctionne, ces menaces. Il y a vraiment des votes qui, à mon avis, vont avoir lieu prochainement, qui vont être complètement loufoques, grotesques, exagérés, mais ils vont pas passer. Mais juste pour la démocratie, qu'on se parle aujourd'hui de dire que ça, c'est des projets de loi on passe possibles, du temps là-dessus. C'est ça. Que tu coupes des vivres à un État parce que tu n'es pas d'accord avec une décision judiciaire. Dans quel monde on vit quand les États-Unis, c'est peut-être une des plus grandes démocraties de la planète, et là, on est en train de faire des pressions financières ou de menacer plutôt de le faire, là, parce que je pense pas que ça va arriver directement de la façon qu'ils le souhaitent, pour renverser la décision qu'un jury a pris, un jury indépendant. Exact. T'imagines si, Trump et ses acolytes avaient un pouvoir... absolu, là, comment qu'il l'utiliserait, dans le sens que, genre, on voit que là, je suis pas d'accord avec une décision d'un juge là, qui pourrait être un pouvoir indépendant, je vais interférer là-dedans, je vais essayer de le bloquer. Ça frôle, c'est des comportements autoritaires, là, finalement. Oui, puis la campagne Biden l'utilise en disant, vous vous rappelez quand Trump a dit « je vais être dictateur la première journée », tout ce qu'il promet en ce moment de dire que je pourrais peut-être emprisonner des adversaires politiques, qu'ils soient dans un procès et tout ça, c'est justement un comportement que va avoir un dictateur, un gouvernement autoritaire. Tu vois ça du côté de Vladimir Poutine, mais t'es pas supposé de voir ça d'un président américain, peu importe qu'il soit républicain ou démocrate. Là. Je veux dire, je vais prendre l'exemple de l'ancien président que les Canadiens québécois détestaient, qui était George Bush. Là. On avait cette idée là, que c'était l'ennemi et tout ça pendant... Puis là, aujourd'hui, il est sur un piédestal en se disant, finalement, il était vraiment pas on choisirait George Bush n'importe quand. Oui, c'est ça. C'est exactement... c'est assez particulier parce que tu dis que lui, il irait pas jusque-là. Il en a fait des erreurs. Là, on pourrait parler longtemps des armes de destruction massive qui n'étaient pas là et tout ça. Mais au niveau de l'état de droit, on n'essayait pas en public aussi, là, ouvertement, de changer les choses de cette façon-là. Il y avait un respect des institutions qui n'existent juste plus maintenant. Il n'y en a plus de respect des institutions, sont fragilisées. Puis les Américains, si tu regardes une courbe de n'importe quel sondage sur les institutions américaines, c'est juste en descendant. Il n'y a pas de confiance. Les gens ont plus confiance au Congrès, la Cour suprême, la présidence. Je pense que la confiance qui reste, c'est les petites entreprises, là, les gens PME, l'armée. Ça arrête, c'est pas mal ça. Le reste, vraiment, c'est tout en baisse parce que, encore une fois, je me mets à leur place. Tu mets à mal tes institutions, tu respectes pas un décorum. Il y a eu le 6 janvier 2021 avec l'assaut du Capitole que là, tu te dis, OK, mais ma démocratie est mise à mal. Des gens qui croient que Biden n'est pas le président élu puis que c'était de la fraude, on le croit encore en 2024. Je pense qu'on va le croire encore en 2028. Ça fait juste affaiblir leur système judiciaire en ce moment avec ce qui se passe, le système démocratique, leur système parlementaire, entre guillemets, aussi. À 6 mois maintenant de l'élection, plus ou moins, là, où est-ce qu'on en est? Parce que la tendance, quand on avait reçu Frédéric, c'était de dire « Ah, là, les élections de mi-mandat viennent de... Le vent est dans les voiles des démocrates, ça regarde vraiment bien. » Puis là, dans les derniers 6 mois, on dirait qu'il y a eu vraiment un gros changement de vent, du côté du vent. Où est-ce qu'on en est réellement dans ton interprétation de cette campagne-là, puis où est-ce que ça s'en va? Les démocrates vont bien, Biden va moins bien. Il faut vraiment séparer les deux pour moi. Pourquoi les démocrates, ça va bien? Parce qu'il y a quand même de la législation qui a passé. Qu'on soit d'accord avec tout, mais il y a quand même passé des trucs bipartisans sur les armes à feu, sur l'Inflation Reduction Act, justement, au niveau économique, au niveau de l'énergie verte, électrification des transports, au niveau des infrastructures aussi, ça a été bipartisan. Les ponts, les routes, ça donne de la job. Alors, tout ça a bien fonctionné. Juste le débat sur l'avortement, c'est vraiment cynique et plate à dire, mais c'est un cadeau politique pour les démocrates parce que les républicains sont tellement allés dans les extrêmes, dans plusieurs États, que
même si tu es un conservateur aux États-Unis, admettons fiscal, tu veux pas avoir des médecins qui ont peur d'être en prison parce qu'ils ont pratiqué un avortement ou des femmes qui doivent mourir au bout de leur sang pour pouvoir avoir une procédure. C'est parce que c'est ça les cas qu'on voit. C'est des cas extrêmes. Une petite fille qui se fait agresser, qui peut pas non plus avoir d'avortement dans tel état, elle doit voyager. Tu sais, c'est tellement de dérives comme ça. Puis là, je parle même pas du day-to-day, là, c'est vraiment les points les plus extrêmes que je démontre, mais ça aide les démocrates parce que à chaque fois que c'était sur soit un bulletin de vote pour un référendum ou pour une élection spéciale, que le débat de l'avortement était au centre, c'était à l'avantage des pro-choix. À 100% du temps. Il n'y en a aucun moment où c'est les anti-choix qui ont gagné. Somme toute, une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Alors, c'est pour ça que les démocrates, ça va bien. Puis Biden, par ricochet, quand même aussi, je pense que ça irait encore plus mal s'il n'y avait pas des enjeux sociaux à défendre, la contraception, in vitro. Tu sais, il y a plein d'enjeux que tu dis, mon Dieu, pourquoi en 2024, on a ce débat-là? Ça, c'est à l'avantage des démocrates. Biden, bon, c'est checké, on va peut-être les avoir bientôt ici au Canada. Oui, mais j'aime mieux ne pas... On parle pas de ça pour l'instant. Non, c'est ça. Essayons de ne pas être à l'alarme. On s'en parle une autre fois. C'est ça. Mais il y a ça, Biden, ses problèmes cognitifs ou l'apparence de, parce que je ne suis pas médecin, on l'est pas ici, à moins que vous me disiez que vous avez fait votre médecine puis je ne suis pas au courant, mais il y a quand même des moments... on est quand même capable de voir quelqu'un de fatigué. Voilà. Tout le monde est capable. Toi, mettons ton avis d'observatrice, parce que tu sais, c'est clairement une stratégie républicaine de vouloir convaincre les gens que Biden est en perte de cognition, mettons. Là. Mais mettons... Je comprends qu'on n'est pas médecin, mais toi, mettons, ton avis externe, ça a-tu l'air de quelqu'un qui vieillit, commence à en arracher ou il... Ça a l'air de quelqu'un âgé. Ça, c'est de la biologie. Il a l'air juste fatigué. Oui. Puis n'importe qui fatigué va être moins sharp sur ses réponses, sur ces trucs-là. Là. Et puis moi, à 37 ans, être présidente des États-Unis demain matin, je pense que j'ai un coup de fatigue aussi. Puis je veux dire, je suis loin de l'âge de Biden. C'est juste normal parce que c'est un emploi extrêmement exigeant. C'est 24 heures sur 24. La pression est dans le tapis. Donc ça, je pense que oui, il y a de la fatigue. Au niveau cognitif, est-ce qu'il est 100%? À mon avis, non. Ça veut pas dire que je pense qu'il n'est pas capable d'être président. Biden aussi, il est bègue. Hein? Alors, pour un bégaiement depuis toujours, ça aide pas parce que les gens voient qu'il hésite sur des mots. Il est pas habile pour certaines choses. Écoute, quand son télésouffleur dit pause, puis il dit pause. C'est pas bon, ça. Ça aide pas. Est-ce que c'est un cognitif de perte d'attention? Je le sais pas. Mais non, ça aide pas. Et je pense pas que ça inspire confiance parce que Biden était là pour un mandat de transition. T'sais, il était là pour faire le pont. Il avait dit entre les générations. Là, finalement, Donald Trump se représente encore. Je pense qu'il n'était pas dans les plans nécessairement des démocrates. Là, il dit, je vais rester parce que ça a fonctionné la première fois. Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience. Justement, l'âge est un facteur positif il y a 4 ans. Je suis blanc. Je suis au centre, donc je vais pas faire peur à justement ceux qui sont plus modérés, qui hésitent entre les deux, qui vont imaginer que je suis un Bernie Sanders. Donc ça, c'est tous des éléments pour rassurer les gens. Là, aujourd'hui, Biden, pourquoi moi, c'est encore un candidat correct, c'est qu'il est effacé. Il prend pas de place. Les démocrates peuvent faire leur travail. Donald Trump, si vous vous souvenez, pendant sa présidence, il se mêlait de tous les dossiers. Littéralement. Sur Twitter, dans les conférences de presse, à n'importe quel moment, il se mêlait de ça. Puis je pense qu'il y a des républicains qui disaient « Hey, peux-tu nous laisser travailler? » Parce qu'il y a 2 branches. Législative, exécutive, c'est pas supposé nécessairement de toujours être main dans la main. T'sais, ils peuvent faire des trucs séparément. Biden a cet avantage-là de les laisser travailler. Je pense que ça, oui. Est-ce que pour moi, c'est le candidat qui fait qu'ils vont gagner les démocrates? Pas nécessairement. Même malgré tous les procès, malgré tout ce qui se passe avec Trump, je pense qu'il y a encore des chances, Trump, de gagner l'élection. C'est ça. Toi, c'est ça que c'est ton observation en ce moment. Oui. C'est là qu'on en est. Là. C'est que c'est nez à nez. L'avantage, on voit qu'il y a un petit avantage qui va vers Biden depuis le verdict de culpabilité. On verra sur le long terme ce que ça donne. Reste que Donald Trump, au niveau de l'économie, au niveau de la frontière, au niveau de tout ce qui est sécurité, l'international, les gens associent beaucoup Trump en disant il n'y a pas eu de guerre sous sa présidence. Et ça, c'est l'argument que j'entends souvent, fait que sa candidature est encore intéressante. Et sa base, il y a une rhétorique depuis 2015-2016 que tout le monde veut sa peau, là, que ce soit l'establishment à l'époque républicain ou que ce soit aujourd'hui les démocrates. Il le dit et ça fonctionne. Tu sais, quand tu répètes, tu martèles pendant des années
qu'il y a une chasse aux sorcières, que c'est une victime, ça va fonctionner à tous les coups, peu importe ce qui arrive. Là. Il pourrait, je le crois quand il dit, je pourrais tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue à New York, ce qu'il avait dit dans le passé, puis les partisans m'aimeraient encore. C'est une exagération, mais il y a un côté véridique. Donc, pour le personnage puis le contexte en ce moment, je pense que Trump a encore des chances. Je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait. Pourquoi? Parce que les modérés, les indépendants vont peut-être se dire « Hey, on parle même pas d'enjeux électoraux. » On parle de quoi en ce moment? Justement, on a ouvert avec son procès, puis tu sais, tout le spectacle politique, mais est-ce qu'on parle d'inflation? Est-ce qu'on parle justement des enjeux à la frontière, sécurité nationale? On parle de Trump et ses procès, le fait qu'il veut se venger. Tu sais, je pense que les gens vont peut-être finir par se tanner un peu, puis c'est tellement serré que ça va faire pencher d'un bord ou l'autre. Selon toi, est-ce que Biden... c'est le meilleur choix pour le Parti démocrate? Je pense pas. Je pense qu'il est là parce que c'est Trump. Il l'a dit lui-même. Il dit si c'était pas Trump, l'adversaire en ce moment, peut-être que j'aurais laissé ma place. Il y a aussi le calcul qu'on pensait que Kamala Harris allait mieux performer. Ouais. Elle est très effacée. Elle n'est pas nécessairement aimée dans l'administration de ce qu'on comprend. Biden, c'est on l'a pas vu depuis les élections, en fait. Là. Non. Et il y a plusieurs rumeurs. Des problèmes avec son équipe à elle, des problèmes avec l'équipe de Biden. Biden qui veut pas qu'elle prenne toute la place non plus parce qu'on la voyait un peu comme la star. Là, c'est une femme issue des minorités avec un passé quand même assez intéressant et tout ça. Et c'est le président qui décide du rôle du vice-président ou de la vice-présidente. Parce qu'il n'y a pas rien dans la Constitution qui dit toi, tu dois t'occuper de X, Y dossier. Tu peux être soit une plante verte ou tu peux être super actif. C'est vraiment à la discrétion du président. On la voit plus avec tout le dossier justement des droits reproductifs. Est en tournée aux États-Unis, ça semble fonctionner, là, ce côté-là de dire qu'il faut les défendre à tout prix. On verra, mais c'est pas non plus l'espèce de sauveuse ou de passation naturelle que tu dis, elle était là à la vice-présidence, puis Biden, il peut juste lui dire, tiens, je te donne pratiquement les clés de la Maison-Blanche, va juste battre Donald Trump ou l'autre adversaire, puis là, ça va fonctionner. Aussi, pourquoi Biden, pour moi, c'est pas le candidat numéro 1. Si on avait eu Nikki Haley, qui était la candidate républicaine, ex-gouverneure, ex-ambassadrice à l'ONU, contre Biden, je crois sincèrement que Nikki Haley aurait gagné. Ah ouais, hein? Facilement, parce que est une républicaine plus traditionnelle, est moins dans les extrêmes. Elle se dit, moi, elle se dit pro-vie, mais qu'elle respecte le choix des individus. Il y a un côté moins... puis moins un peu sectaire dans son discours. Elle n'est pas aimée de tout le monde non plus pour plein de raisons, parce que justement, elle est de l'ancienne garde. Mais elle pouvait aller chercher peut-être le vote des femmes, le vote des femmes éduquées jusqu'à un certain point, des traditionnels républicains qui avaient été dans le camp Biden parce qu'ils ne voulaient rien savoir de Trump pour son côté un petit peu clown exagéré et imprévisible. Donc, pour ça aussi, c'est un élément de la faiblesse de Biden. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a une course à l'investiture cette année? Ou pour les démocrates, non. Il y a eu Robert Kennedy Jr., qui, lui, ma bébite politique de l'année. Le gars avec la voix la plus débile au monde entier, là, c'est quand il parle, tu fais comme « Oh my God! » Tu l'imagines dans un débat, puis on dirait que c'est juste le fait que sa voix soit de même. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'il peut pas avoir de... Tous les personnages ont une caractéristique qui est comme hors de la réalité, là, on dirait. Là. Oui. Puis Robert Kennedy est plus qu'hors de la réalité dans le sens où il était démocrate. Ouais. Donc, c'est la famille Kennedy. Là, c'est l'espèce de dynastie hyper admirée aux États-Unis. Fait que oui, il y avait cette mini-course à l'investiture. Puis encore d'autres personnes qui veulent battre Biden, mais ils n'ont aucune chance. Là, il y a assez de délégués. Donc, il y a une course, mais il n'y en a pas. Okay. Et lui a décidé d'être indépendant, Robert Kennedy Jr. Puis je fais une petite parenthèse qui n'a pas nécessairement un lien direct avec ta question, mais j'ai hâte de voir, lui, il va aller chercher des votes à qui. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un côté démocrate anti-guerre, très pro-environnement. Lui, c'est un avocat spécialisé en droit de l'environnement et tout ça. C'est un Kennedy. Juste, tu parles avec ces éléments-là, ça sonne démocrate. Mais de l'autre côté, il était, mettons, anti-vaccin avant que ça soit à la mode, avant la pandémie. Là. Lui, il associait ça à l'autisme. Il y avait un fonds où il amassait beaucoup d'argent pour avoir ce discours anti-vaccin. Je pense que c'était comme en 2018-2019, si je me trompe pas. Surtout, sa famille avait fait des sorties dans les médias en disant que notre frère ou notre oncle ou peu importe est dangereux. Il s'est tenu avec des gens d'extrême droite, il est anti-média. Fait que là, tu dis, OK, ça, c'est plus du côté républicain. Fait que les deux ont peur. Biden et Trump, il y a beau part de course à l'investiture en ce moment, là, au moment où on se parle entre les deux, mais il y a ce personnage-là
Puis là, tu sais, qu'il y a cette histoire qui est sortie, qu'il y avait eu un ver qui lui avait dévoré le cerveau. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Un autre regular stuff, là. Genre un autre, si vous voulez. Comme on dit, un autre mardi aux États-Unis. Ah, regarde, c'est dans la même semaine que le témoignage de Stormy Daniels. J'en avais pour mon argent. Donc, ils ont découvert qu'il y avait eu un parasite qui est un ver qui a attrapé en... Ils ont découvert qui a découvert ça? Des médecins. Okay, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'était dans son... En fait, c'était signé dans son... pour son divorce. Il avait expliqué qu'il y avait des pertes de mémoire puis des pertes cognitives parce qu'il y avait eu ce parasite qui avait attrapé en Asie du Sud puis que finalement, c'est comme un ver dans son cerveau qui est mort là. Je suis désolée. Bon appétit à tout le monde qui nous écoute. Normal, normal stuff. Et là, il y avait eu... C'est sorti dans le New York Times parce qu'ils ont mis la main sur le truc du divorce où lui a justifié, j'imagine, son comportement avec son ex-femme par rapport à ce parasite-là. Mais que finalement, là, on s'est dit, OK, Biden n'a peut-être pas toute sa tête, Trump est vieux puis il l'a pas nécessairement non plus. Lui, OK, il avait l'air du choix, plus en forme. Tu sais, là, lui, il fait de la course, il est super en forme aussi. Mais il y a eu un parasite qui a mangé une partie du cerveau. Fait que mais on n'est pas infecté. sûr. Alors, tu sais, c'est ça. Oui, un autre exemple. J'invente pas ça, hein, je vous le jure. C'est vraiment arrivé. Tu sais, puis là, mettons que tu te recules là, comme 12 ans. Oui. Puis on voyait les premières, peut-être plus que 12 ans, mais quand j'étais au cégep, là, puis que Obama arrivait, là, puis là, t'avais des images d'Obama qui driblait un ballon de basket entre ses jambes avant de tirer un 3 points dans les airs. Puis là, tout le monde l'aimait, genre, il est trop en santé, trop en forme, puis complètement sharp. Puis là, tu te dis comment c'est arrivé qu'on est passé de ce type de... Parce que, tu sais, c'est quand même un travail de PR aussi, le président d'un pays, là, tu sais, même le premier ministre du Canada, là, c'est probablement la raison pourquoi Justin Trudeau est encore là, c'est à cause que c'est quand même une job de PR, puis son image est extrêmement importante. Ouais. Comment on est arrivé à ça aux États-Unis? Tu sais, on parle depuis tantôt de la situation, mais on dirait que la dégradation s'est faite tellement progressivement, puis de façon insidieuse. C'est-tu juste Trump? C'est pas juste Trump. Trump est comme pas le symptôme, mais c'est ce qui démontre ce qui allait pas bien. Barack Obama, moi, quand j'ai travaillé à Washington, j'ai habité là en 2009 quand il venait d'être assermenté. Là, on est dans le moment Yes Weekend, l'espoir, le renouveau. Puis c'est ça, là, quand je t'entends parler du côté, genre, il driblait, il était avec super en forme avec sa femme, ses filles, c'est le côté positif de la chose. Là, c'est pas prendre position que Barack Obama est le meilleur président de la planète, c'est juste l'individu. Il y avait un vent de changement, de dire, hey, t'as un premier président afro-américain qui est là. Les Américains ont changé. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer qu'ils votent pour un noir pour être à la présidence. Même si on disait Barack Hussein Obama, qui n'était pas un vrai... D'ailleurs, Trump, c'est lui qui parlait de ça, qui n'était pas un vrai Américain, tout ça. Il y avait ce côté très positif à la politique américaine. On voyait ça justement avec l'œil canadien, québécois. Wow, c'est donc bien beau ce qui se passe. On aimait donc les États-Unis. Le problème, c'est que les gens se sont dit, nous, les élites, tout va bien, on va juste continuer sur cette voie-là. Hillary Clinton, qui avait, je pense, une soif de pouvoir assez importante par la suite, a un peu regardé de haut les gens. Les gens qui se sont sentis oubliés de la classe moyenne. Il y a eu des crises économiques, ça a été super difficile l'accès à la propriété. Il y a des usines qui ont fermé partout aux États-Unis. Puis ces gens-là, normalement, qui auraient voté démocrate parce que, justement, c'est des gens qui ont été syndiqués, qui étaient, typiquement auraient voté pour une Hillary Clinton, se sont tournés vers Trump, qui, oui, c'est un milliardaire ou millionnaire, dépendamment de comment on voit ses finances, mais qui... Comment lui, il est décrit aussi, là, de ce qu'ils ont compris. Il savait comment leur parler. Tu sais, il est né avec la cuillère dorée, mais il parlait comme si lui aussi, il avait fait son lunch le matin avec sa mère qui n'avait pas d'emploi, puis son père qui allait travailler à l'usine. La façon qu'il leur parlait, il leur disait « Voici le rêve américain, puis moi, je vous écoute, puis... » Donc, il a été un très bon politicien à ce moment-là. Il est allé chercher des gens qui se sentaient complètement rejetés. Puis c'est ça, c'est vraiment la dégradation de l'économie, du tissu social. Il y a eu plein de problématiques. Et Trump est arrivé là comme une solution à tous ces symptômes-là de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est la solution, je veux dire, que tout le monde a été heureux de tout ce qu'il a promis? Pas nécessairement, mais il était quand même là quand les autres semblaient dire, nous, on est l'élite, on a fait les grandes universités, puis vous êtes... moins important que nous. Biden est arrivé après en réaction à Trump parce que on avait besoin, comme je le disais tantôt, de l'homme blanc qui va rassurer tout le monde, puis qu'il est là depuis 50 ans au Sénat, puis qu'il a déjà tendu la main à des adversaires républicains, puis il est capable de négocier, puis il connaît les rouages de tout ça. Puis honnêtement,
c'était un bon choix dans le contexte. Parce que j'en ai fait du terrain là, à l'époque, là, quand c'était les primaires démocrates, puis on avait Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg. Il y en avait plein de candidats. Kamala Harris. Tout le monde me disait « Ah, mais là, je vais voter, mettons, pour Biden parce que je voulais Kamala. Là, elle a abandonné. Là, je ne dis pas dans le bonheur nécessairement. Je l'ai Pete Buttigieg, il a abandonné. Je l'ai Amy Klobuchar, il a abandonné. Je l'ai Bernie Sanders, il a abandonné. » C'est le dernier choix, mais quand même, il y avait un choix logique de pourquoi c'est lui, finalement, qui est arrivé à la ligne d'arrivée. Donc, cette dégradation-là est là. Il y a eu la COVID qui a fait aussi beaucoup de problèmes économiques aux États-Unis, de l'incertitude. Et là, les gens essaient de mettre la faute sur quelqu'un. Est-ce que c'est Donald Trump qui a mal géré, mettons, l'économie pendant la pandémie? Est-ce que c'est Biden qui a mal géré ça, lui, à la sortie de pandémie? Est-ce que c'est juste des conjonctures économiques? Donc là, on est en train de pointer du doigt, c'est de la faute à qui? Et les gens se disent, ben non, c'est toujours l'autre et il n'y a pas personne qui prend de responsabilité. Puis en même temps, peut-être qu'il n'y a pas de responsabilité à prendre parce qu'il y a tellement de facteurs à ça. Puis je ne suis pas économiste, fait que je n'irai pas plus loin que ce que je viens de dire, mais c'est ça. Alors, je pense qu'il y a une dégradation, oui. Et les Américains avaient mis des problèmes un peu derrière, que là, ils n'ont pas le choix de gérer, au niveau des guerres culturelles, tout ce qui touche la religion, les questions raciales, la question de l'avortement, du droit des femmes, c'est tout revenu. Fait que ça aussi fait que c'est tellement un scénario catastrophe, ce qui se passe, puis il n'y a pas de dialogue de possible. Alors, je vois pas un retour, admettons, à 2008-2009, où là, tu étais un peu dans ce vent de changement. J'ai l'impression qu'on essaie juste de survivre puis de s'accrocher à quelque chose pour pas lâcher. Là. Puis de choisir le moins pire des deux, plutôt que quelque chose qui va nous donner espoir. Là, oui, le système américain ne fait pas que tu peux avoir de troisième choix. Oui, il y en a, j'en parlais tantôt, mais il n'y a pas de chance à la présidence, à part si, je ne sais pas, Biden ou Trump, là, je ne sais pas que je souhaite ça, là, mais décède ou qu'il arrive quelque chose. Le système électoral est là pour avoir deux partis. Puis on le sait, hein, il y a ici aussi des discours dont on va changer le système de vote, d'élection. Ouais, une fois que tu es là, ça personne qui ne change rien. Ben, ils ont été élus de cette façon-là. Alors, par définition, tu ne veux pas changer le système. Penses-tu qu'un seul individu, pratiquement, qui a gagné en raison du stade de la situation actuelle, va dire hey, je vais aller jusqu'à changer la Constitution américaine, ce qui est l'affaire à peu près la plus compliquée de faire? Impossible. Même si à chaque sondage, à chaque année, il y a de plus en plus d'Américains qui veulent une troisième voie. Ils sont tannés d'avoir juste deux partis. Tu sais, tu as le choix entre Biden ou Trump. Je le sais, tu sais, je veux dire, est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis, hey, j'ai vraiment le goût d'aller voter, admettons, pour Biden. Les gens vont voter pour Biden parce que c'est un démocrate puis ils veulent rien savoir des républicains. Je pense pas qu'il y a une passion derrière ça. Tandis que du côté de Trump, son avantage, c'est que c'est pur et dur, les fans pur et dur. C'est sincèrement comme une secte. Ouais, c'est ça. Les autres, ils votent pour Trump. Il y a pas grand monde qui vote pour Biden, pour la personne. Non, ils vont voter parce que c'est un démocrate, puis parce que finalement, il a quand même bien, il a bien fait un bilan, puis tu sais, il a tenu quand même ses promesses, puis parce que c'est le choix moins pire que l'autre pour beaucoup de personnes. C'est pas... je sais pas, j'imagine pas. Il y en a qui ont des tatous de Trump. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont un tatou de Biden. Biden, c'est une fesse. Ah, d'accord. Est-ce que je peux prendre une photo pour mes réseaux? Non, ben j'allais aller sur le sujet du procès de Trump. C'est ça, parce que c'est quand même pas banal. Je veux dire, un ancien président des États-Unis qui se retrouve en procès. On en a parlé rapidement, mais peux-tu nous expliquer, en fait, c'est quoi le fondement là, du procès? En fait, c'est quoi qui... T'es inculpé pourquoi, finalement? Oui, parce que l'inculpation, oui, c'est très spectaculaire. Stormy Daniels, Michael Cohen, mais ici, il n'est pas en cours de justice pour avoir trompé sa femme ou pour avoir une relation avec une actrice porno. On s'entend, c'est pas ça, c'est même pas illégal. C'est ça, même si des fois, et même pas pour avoir fait un paiement pour acheter son silence. Parce que si on sait qu'il y a un paiement de 130 000 qui a été fait, c'est vraiment... Ça, c'est légal aussi. Oui, c'est légal aussi. Ça, tu peux. Tu peux faire un virement à n'importe qui pour qu'est-ce que tu veux. Si tu avais une mallette d'argent cash, je pense que ça aurait été moins problématique pour Trump parce que le problème, c'est qu'ils ont caché ce paiement-là dans des livres comptables. Là, on peut dire pas au conditionnel parce qu'il a été reconnu coupable, mais c'est qu'il y a de la falsification de documents pour se dire, ben je repaye mon avocat Michael Cohen qui, lui, a donné le chèque à Stormy Daniels et je le fais de façon camouflée. Et aussi, je cache quoi? Que c'est une violation des lois électorales. Pourquoi? Parce que payer Stormy Daniels, l'objectif, c'était pas de lui nuire à quelques semaines de l'élection. On venait d'avoir l'enregistrement d'Access Hollywood où il disait « Je peux faire ce que je veux avec des femmes parce que je suis une célébrité. » Je finirai pas la phrase, mais le fameux « Grab them by the ». Et là, déjà là, on se disait « Est-ce qu'il va gagner l'élection? Si tu finis parce qu'il y a dit cette phrase-là? » Et là, tu rajoutes une histoire qui pourrait sortir dans les tabloïds de Trump a une relation avec une actrice porno pendant que sa femme, Melania, venait d'accoucher de leur fils.
ça aide pas le vote des femmes à motiver. Alors, il y avait ce qu'ils ont prouvé en cours, c'est que l'intention était vraiment au niveau électoral et pas de payer pour protéger sa famille. Il n'y avait pas ce côté « je veux pas que ma femme ait honte » ou ça soit difficile pour eux, mes enfants. De ce qu'on comprend, c'est que l'importance, c'était l'élection. Il avait même dit, au pire, étire le paiement comme ça. On peut lui dire qu'on va la payer après l'élection. Puis même si je perds, on la paiera pas parce que j'ai perdu. De toute façon, c'est pas grave. Si je gagne, on la paiera pas plus parce que j'ai déjà gagné. Fait que même s'ils sont frustrés contre moi, j'ai gagné l'élection, donc ça changera rien. Alors ça, c'est vraiment le contexte. Il y a 34 chefs d'accusation, mais qui sont un peu des copier-coller de toujours la même chose. Il a été reconnu coupable, donc on a cru la version de Michael Cohen et de tout le monde qui était là pour corroborer ce que l'avocat de Trump avait dit, parce que c'est un personnage qui a déjà menti, qui a avoué même en cours avoir volé la Trump Organization, donc la compagnie de Trump. Il y avait je faisais partie, je le dis très ouvertement, des gens qui pensaient que Trump allait être acquitté justement par la faiblesse de Michael Cohen comme témoin vedette. Mais finalement, avec les documents, on n'a pas été en salle de cours. Il y a eu 80 heures de témoignages, 22 témoins. Je ne fais pas partie des membres du jury. Alors, eux ont cru, après moins de 12 heures de délibération. Ça n'a vraiment pas été long, hein? Non. Ça n'a pas été long. Ils ont réécouté des témoignages. Ils ont réécouté, il y avait central à tout ça ce qu'on appelait le roi des tabloïds à l'époque, qui était celui qui dirigeait le National Enquirer, qui, lui, achetait des histoires qui faisait mal paraître Trump. C'est son ami, fait que quand quelqu'un avait une histoire à vendre, il l'achetait pas pour la publier, il l'achetait pour pas qu'elle soit ailleurs. Il est fermé. Ouais, fait qu'il inventait des histoires sur les adversaires de Trump à l'époque, Marco Rubio, Ted Cruz, où il mettait des histoires un peu douteuses, que je pense une, c'était le père de Ted Cruz était mêlé à l'assassinat de John F. Kennedy, puis un autre, il trompait sa femme avec XY personne. Fait que tu sais, c'est les tabloïds américains, là. Je suis pas sûre qu'il y avait une vérification de fait qui était très, très grande. Donc, c'est ça le fond de l'affaire. Ça, c'est un procès sur les 4 au total au criminel, mais c'est le seul, à mon avis, qui aura eu lieu avant l'élection. Oui, c'est ça, parce que les autres, c'est plus tard, mais on dirait que cette histoire-là, on peut parler peut-être des autres procès de Trump, mais on dirait que cette histoire-là, c'est celle qui est comme la moins grave. Oui. On dirait. Ben, c'est comme, je peux pas croire que cette histoire-là, pour un fan de Trump, va peser dans la balance. Là. C'est trop... même, je suis sûr qu'il y a plein de fans de Trump qui trouvent ça quasiment cool, qui sont comme nice là, autour de cette histoire-là. Fait que, c'est quoi les autres, puis pourquoi ils arriveront pas avant l'élection? L'avantage, entre guillemets, de ce procès-là, c'est c'est l'État de New York, premièrement, qui gérait ça. C'était pas un procès au fédéral. Et c'était une histoire qui avait eu lieu avant sa présidence. Au début de la présidence, il y avait encore eu des rencontres par rapport au paiement et tout ça, selon la preuve, mais c'était avant la présidence. Les autres, c'était lié à sa présidence directement. Je vais prendre l'exemple le plus clair, je pense, dans la tête de tout le monde, les documents classifiés qu'on a retrouvés à Mar-a-Lago dans sa résidence, dans la salle de bain, derrière le rideau de douche, dans la chambre des maîtres, dans la salle de bal. C'est des documents classiques. Quand tu n'es plus président, ça appartient aux Américains, carrément. Donc, il y a quelqu'un qui décide lesquels tu peux prendre, lesquels vont aux archives nationales et tout ça. Ça, c'est clair. C'est quelque chose de tangible pour les gens. C'est pas un crime comptable. Tu as pris des documents, tu les as cachés. Quand on t'a demandé de nous les envoyer, tu as refusé de le faire, tu t'as camouflé aussi ça. Le FBI s'est pas rendu là au premier avertissement à faire une fouille. Fait qu'il y a un côté aussi d'avoir voulu d'avoir fait un genre de complot pour camoufler tout ça. Ça, c'est un procès qui est devant les tribunaux, mais il y a tellement de preuves parce que c'est des milliers de documents classifiés, puis il y a eu des requêtes après requêtes après requêtes des avocats de Trump. Ça fait que là, il y a un délai, puis de façon indéfinie, on a décidé de suspendre le procès qui aura lieu à une date ultérieure. On ne sait pas laquelle. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis quand tu donnes la date, tu as toujours 3 mois, mettons, à te préparer. L'élection est en novembre, ça risque d'être difficile de régler ça avant. Ouais. Mais juste là-dessus, encore une fois, au niveau de l'opinion publique, il a pris les documents, il les a amenés chez eux. Je veux dire, c'est un peu abstrait là, pour le citoyen moyen de dire c'est quoi ces documents-là, puis pourquoi c'est important, puis pourquoi c'est grave. Bien, il y a des documents liés au nucléaire, il y a des documents liés à des alliés des États-Unis avec des plans, par exemple, militaires ou autres. Fait que, tu sais, quand tu mets ça comme ça, je pense que c'est plus alarmant peut-être que de payer Stormy Daniels pour son silence. Ça chez eux?
Il y en a qui disent que c'était pour se vanter. Oui, c'était pour dans certaines réunions avec la personne qui allait écrire une biographie, il a voulu dire, tiens, on a des enregistrements, on l'entend dire, tiens, je sais que je suis pas supposée te le montrer, mais regarde ça, c'est ce qu'on voulait faire avec l'Iran, exemple. Puis je veux aussi, il y a cette théorie qu'il y avait les codes nucléaires, ça fonctionne pas comme ça, là. Je sais, c'est pas parce que il y avait un papier. Il y a un processus, là. Alors, je pense pas qu'il est en train de vendre le code nucléaire, mais tu dis est-ce que c'est sécurisé? Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Mais est-ce que c'est protégé dans une résidence privée comme ça? C'est pas géré par quelqu'un, donc il y a un danger. Dans la douche, checker ça dans la douche. C'est ça. Des cas, il disait, oui, mais c'était une pièce qui n'était pas utilisée, sauf qu'en même temps... je sais pas, la personne qui fait l'entretien ménager pourrait aller tomber sur quelque chose. Puis c'était tellement pêle-mêle aussi dans les preuves qu'on a vues photos. Il y avait des vieilles coupures de journaux avec un document, mettons, sur la Russie, avec après ça des vêtements, le Time Magazine quand il était sur la couverture. C'était mélangé comme ça. Fait que ça, c'est le premier des procès qui va être remis, qui est en Floride. L'autre procès au fédéral aussi, parce que celui-là était au fédéral, c'est celui sur tout ce qui entoure l'assaut du Capitole par rapport à est-ce qu'il a voulu empêcher la certification de la victoire de Biden, est-ce qu'il a influencé des membres du Congrès, tout ça. C'est un crime grave au fédéral. Lui, c'est encore une fois en pause parce qu'il a demandé, il avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une immunité présidentielle. Je peux être accusé d'aucun crime pendant ma présidence. Puis même les juges ont dit, OK, ça veut dire si vous commandez le meurtre de votre adversaire politique pendant que vous êtes président, vous pourriez pas être accusé. C'est ça la logique, que tu peux faire ce que tu veux. Puis ces avocats avaient dit, mais il faudrait qu'il soit destitué puis après ça accusé au criminel. Fait que, finalement, est-ce qu'on donne un free pass à n'importe quel président de faire ce qu'il veut en mandat? Je comprends qu'on peut pas accuser nécessairement le président après de s'il y a une erreur au niveau militaire ou quelque chose comme ça là, qui était dans son mandat directement, mais de vouloir renverser le résultat d'une élection, est-ce que c'est le candidat Trump ou le président Trump? Ça, c'est la Cour suprême qui doit déterminer ça. Ça, c'est le procès 3 dans ma hiérarchie. Celui-là m'apparaît comme quand même important. Oui. Mais, en tout cas, je vais revenir après parce que je sais qu'il y en a des compliqués, mais le dernier, c'est en Georgie. Puis pour moi, lui, c'est celui qui peut faire le plus mal à Trump parce qu'on fait ça comme un méga procès. Tu sais, comme on a vu avec les Hells Angels ici, là, tout le monde en même temps est dans un procès pour un complot criminel. Ouais. On a vu Trump et ses alliés comme une organisation criminelle pour avoir encore une fois voulu renverser le résultat en Georgie. L'appel qu'il a fait aux responsables des élections de dire « Trouve-moi 11 000 quelques votes pour gagner l'élection », ce qui était la différence entre Biden et lui pour gagner l'État de la Georgie. Ça, c'est une preuve tangible. Tu as un enregistrement audio. Tu as 3 avocats de Trump qui ont décidé de collaborer avec les autorités. Et c'est ça l'élément que je veux revenir. Il n'y a pas de pardon possible en Georgie. Si tu as une peine de prison, même le gouverneur ne peut pas te faire un pardon. Tu dois faire ta peine de prison au minimum, puis après demander devant un comité de sortir de prison et d'avoir un pardon. Les 2 autres procès que je vous ai nommés au fédéral, Trump, s'il est président, théorie, il peut s'auto-pardonner. Okay. Et pas juste ça, il peut aussi mettre des gens dans le ministère de la Justice qui vont faire tomber les accusations. Là, si vous voyez le portrait, c'est quand même à son avantage de retourner à la Maison-Blanche parce que sur les 3 procès à venir, il y en a 2 qui pourraient tomber carrément, puis il en resterait juste un à la fin. Qui lui aussi est encore remis parce que là, en tout cas, on aurait besoin d'un podcast pour juste que je vous parle de tous les procès parce que la procureure avait une relation avec un autre procureur puis là, est accusée de comme plein de choses. Of course. Alors, mais ça, ce concept-là de pardon, c'est quand même capoté que, tu sais, personne n'est au-dessus de la loi, sauf la personne qui est en haut de la hiérarchie, puis elle peut juste décider, non, ben moi, je m'auto-pardonne. Puis ça n'a jamais été prouvé parce qu'il n'y a aucun président qui s'est dit, je vais m'auto-pardonner en avance pour un crime. Par contre, Nixon l'aurait peut-être fait s'il n'y avait pas eu le pardon de Ford après qui a dit pour la pige en public qu'il offrait un pardon présidentiel. Fait qu'il n'a jamais été accusé de rien par rapport au Watergate et tout ça. Mais tu peux pardonner des membres de ta famille. Tu peux pardonner, ça a été déjà testé, pardonner pour des crimes qui ne sont pas encore commis. Tu n'as pas été accusé. Tu peux dire, si je suis accusé d'X chose, ben, le pardon est déjà valide. C'est comme donner une carte blanche de bien des affaires. Mais ça vient pas interférer dans le fondement même de la société que justement le politique puis le judiciaire est séparé? Bien, c'est un pouvoir qui est un peu le pouvoir d'un roi, d'un dirigeant. Très médiéval comme manière de procéder. Bien, juste Bill Clinton, son demi-frère avait été arrêté pour trafic de cocaïne. Il avait essayé de vendre de la coke à un policier il y a quelques années. Puis il a donné un pardon à sa dernière journée en mandat, genre qu'il était... Oui, avant de s'en aller. Fait que tu peux, je veux dire, c'est pas juste Trump qui fait des trucs un peu, disons, questionnables. Puis lui a été arrêté pour d'autres affaires par la suite. Fait que clairement, il n'avait pas appris avec ce pardon-là. Par contre, des fois, c'est utile.
Exemple, il y a beaucoup de gens dans le système carcéral qui font de la prison pour avoir eu en possession genre un joint. Tu sais, je veux dire, au niveau de la drogue, du cannabis, tout ça, il y a tellement eu de surpopulation, de surarrestation dans les prisons. Alors, quand tu décides de dire, ben tous ceux qui avaient possession simple ou autre, ben leur peine est terminée. Ça, je pense qu'il y a quand même... les mentalités ont évolué, heureusement. Donc, il y a des gens qui ont pu sortir de prison, des gens qui ont été pardonnés pour avoir déserté l'armée, par exemple, pendant la guerre du Vietnam. Tu sais, il y a des trucs comme ça que tu te dis, OK, je comprends le principe, mais quand tu pardonnes tes amis, tes alliés, comme Trump avait aussi pardonné des gens dans son entourage juste avant de quitter la Maison-Blanche, puis ça aussi, tu as ce calcul-là, les gens qui témoignaient contre lui, ou pour lui, est-ce qu'ils se disent, ben je vais avoir un pardon éventuellement de sa part? Il y a ça aussi comme élément de négociation. Fait que je suis d'accord avec toi que c'est un peu... ça devrait pas fonctionner comme ça. Je pense que s'il y avait des pardons de masse, comme je viens de donner des exemples, il pourrait y avoir une entente qui est faite avec le ministère de la Justice sous recommandation du président. Mais ça devrait pas être le président qui peut signer en bas d'une feuille. Dès que c'est un crime au fédéral, tu peux sortir de prison, peu importe ce que tu as fait. Il veut pardonner peut-être le leader des Proud Boys, le groupe d'extrême droite qui a mené l'assaut du Capitole. Il a dit, je vais peut-être le faire. Il a dit, tous les prisonniers politiques, il les appelle comme ça, des otages. Les gens qui ont été arrêtés pour l'assaut du Capitole, il y en a qui ont tué des policiers là-dedans, qui ont été super violents. Bien, il veut leur donner un pardon aussi parce que c'est des crimes au fédéral, puis il a le pouvoir de le faire. Ça devient problématique. Là. C'est vrai. Puis là, il a été reconnu coupable du premier procès, celui de Stormy Daniels. Puis là, on va connaître, je pense, la sentence au mois de juillet. Oui, en juillet. Puis il risque supposément une peine. Ça peut aller jusqu'à une peine de prison, jusqu'à 4 ans. Sauf que je pense que personne pense que réalistement ça va arriver. C'est quoi qui risque réellement comme peine? Bien, c'est surtout qu'est-ce qu'il risque avant l'élection ou avant d'entrer en mandat parce qu'il est en appel de la décision. C'est ça, ils vont amener ça en appel puis ça va durer encore fait que même un si, an. je vais vous donner le scénario, le juge dit « tu mérites 4 ans derrière les barreaux ». C'est pas un crime grave comme un meurtre ou autre. Il va pas lui mettre les menottes puis dire « tu t'en vas en prison » même pendant ton appel. Ce qui arrive, c'est que normalement, il dit « voici ta peine ». Par contre, tu es dans un processus d'appel, donc ta peine va pas commencer avant que l'appel soit terminé. Puis s'il rejette ta demande de renversement de la décision, bien là, tu vas faire ta peine de prison. Puis là, c'est là que la question un peu farfelue vient de si ça arrive ça pendant qu'il est président, est-ce que tu as une assignation résidence? Est-ce que ta peine de prison t'a fait après? Comment ça va fonctionner tout ça? On n'a jamais eu de président accusé au criminel, encore moins un président reconnu coupable au criminel, puis on n'a pas eu de président qui a fait de la prison non plus. Mais être accusé au criminel, ça te disqualifie pas pour être président des États-Unis? Pas du tout. Il n'y a rien dans la Constitution. Il y a d'autres personnes qui sont présentées avec un dossier criminel pour essayer d'être président. Ils ne sont jamais rendus à un statut de Trump. Là, je dirais. L'exemple farfelu que je dis toujours, c'est Tiger King, qui de prison a essayé d'être candidat à la présidence. Ça, c'est un personnage. Là, des comme ça, il y en a, mais je veux dire, tu as le droit. Quelques votes? Sûrement. Il y a toujours certains personnages qui ont des votes que tu te demandes pourquoi. Mais non, tu dois avoir 35 ans, tu dois être né aux États-Unis ou de citoyenneté américaine à la naissance. Exemple, si tu nais sur une base militaire américaine ailleurs ou de parents américains, tu as la citoyenneté américaine, tu dois avoir résidé aux États-Unis pendant 14 ans. Et c'est ça. C'est fin des critères. Il n'y en a pas par rapport à ton dossier criminel. Juste le fait qu'on parle de ça, puis que ce soit encore 50-50 sur les élections, c'est complètement ridicule, on dirait. Oui. C'est fou, hein? Tu sais, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut nous surprendre. En fait, c'est pas vrai. Au contraire, en fait, on sait qu'on va continuer d'être surpris jusqu'à la fin parce que à chaque fois qu'on a... Tu sais, justement, on parlait du grabber by the... Oui. J'aime qu'on sent surtout, c'est parfait. Je me souviens, là, tu sais, on en avait parlé. On reparle des fois, tu sais, justement, de... Il y avait, tu dois le connaître, Raphaël Jacob, là, à la télévision, qui avait dit, genre, mark my words, jamais ce gars-là va être président des États-Unis avec ce qu'il a dit. Puis tu vois, tu sais... Ça a été comme de l'eau sur un parapluie, là. Ça a juste comme, non, ça change rien. OK, on est rendu là, dans le fond. Hein. Non, mais c'est fou, tu sais, que comme il déjoue tous les prédictions, tous les analystes qui pensent savoir ce qui va arriver, c'est tout le temps le contraire, ou finalement, c'est comme une couleuvre qui essaie d'attraper puis qui tout le temps entre les mains. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que là, il est accusé au criminel, mais on dirait que for some reason,
je crois pas que ça va aboutir à quelque chose éventuellement. Là, on dirait que ça va tout le temps un peu, il va réussir à s'en tirer. Là. Mais il y a les délais dans les procès, il y a le fait qu'on disait justement le fait d'être une victime tout le temps, puis que il y a des gens qui voient en ce verdict-là le fait que c'est une confirmation qu'il a raison depuis toutes ces années, puis qu'il y a le Deep State qui est là pour l'empêcher d'accéder à la présidence. Puis j'ai parlé à des électeurs qui me disent la même chose. Là. Ce monde-là qui croit ça. Oui. Peu importe qu'est-ce qui se serait passé avec ce procès-là, si les gens croient que ce procès-là puis que ce jugement-là confirme que le Deep State est contre Trump et que c'est un prisonnier politique, ce monde-là allait voter pour Trump, peu importe le résultat de ce procès-là. Là. On s'entend. Exact. Fait que ce qu'on peut penser, puis que je pense que les derniers sondages à la suite de ça démontrent, c'est que le reste du monde là, qui sont républicains, qui ne croient pas nécessairement que le Deep State puis que Biden a fait tout ça, orchestré tout ça, eux autres, peut-être qu'ils changent de camp. C'est ça qu'on voit là, en ce moment. Oui, sauf que c'est pas une aussi grande majorité qu'on aurait eu dans d'autres scénarios. Tu mets n'importe quel autre politicien. Tu parlais justement couleuvre. Il y en a plein d'expressions qu'on peut utiliser avec Trump. Non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, l'homme Teflon, n'importe quel autre politicien. Croyez-vous sincèrement que nous, ici, autour de la table, on pourrait avoir le 50e d'allégations et de tout ça et qu'on pourrait avoir une carrière politique? Je veux dire, c'est impossible. Il n'y a pas de scénario qui tient la route comme ça. Donald Trump, ça fonctionne. Le problème encore, puis je reviens à toujours le système à deux parties. Même si tu crois que Trump, il est sûrement coupable puis il fait quelque chose de pas correct, si dans le fond de toi-même, tu détestes profondément les démocrates, tu voteras pas plus pour Biden. Tu vas voter pour un troisième parti. Tu vas voter pour Trump en te bouchant le nez. Il y en a qui détestent les démocrates. C'est associé au socialisme, au communisme, à une espèce de danger aussi de fin de démocratie. C'est pas juste les républicains avec Trump qu'on se dit c'est la fin de la démocratie. Il y a des gens qui voient en Biden que ça va être le début de la fin. On va confisquer les armes. On va dire à tout le monde de manger végétarien. On va, j'ai déjà entendu, là, ils vont vous dire vous aurez plus de burgers là, de disponibles avec de la vraie viande. Ça va être enlever votre gun, c'est la première étape. Le discours de la NRA, c'est ça, c'est que tu pars d'enlever, puis le discours républicain d'enlever une liberté, entre guillemets, puis t'enlèves toutes les autres. Alors, il y a cette peur d'avoir un État communiste aux États-unis avec Biden. C'est loin de ça, là, tu sais, c'est quasiment de droite, les républicains, maintenant, tu sais. Si on compare à nos standards, à nous autres. Oui. Genre, imagine Québec solidaire aux États-Unis, le monde ferait genre, hey, vous êtes des malades, vous autres. Ben, il y avait déjà eu des comparaisons. Le gouvernement Harper, conservateur, tu sais, ressemblait à certaines politiques d'Obama, tu sais, je veux dire, parce que le Parti démocrate est pas Québec solidaire, là, tu sais. Je veux dire, il y a des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez qui sont beaucoup dans la frange plus, je dirais, extrême gauche, entre guillemets, du parti, là, parce que si on y va dans le spectre politique de ce qu'il y a en ce moment, mais c'est pas, tu sais, Biden, c'est pas un gros gauchiste, là, tu sais. Il vient d'annoncer qu'il va fermer la frontière. Il y a plein de gens qui sont bien tristes de tout ça puis qui vont à l'encontre un peu de l'aile gauche de son parti. Fait que c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont voter pour Trump, peu importe. Puis, je raconte dernièrement beaucoup cette anecdote-là, mais j'ai rencontré il y a 6 ans un gars de la Floride, un Québécois qui a un motel là-bas. Le typique personnage qui vit à Hollywood, super sympathique, très drôle. J'ai rencontré il y a 6 ans quand Ron DeSantis était en élection pour être gouverneur. Puis il me disait, je vote pour Trump pour... je vais pas avoir une hausse du salaire minimum, sinon je ne pourrais pas payer les employés ici, les taxes, mon portefeuille. Tu sais, le côté... économique, ouais. Puis il disait, tu sais, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit sur les femmes puis le reste, mais tu sais, je ne pas exactement. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais comme. Ouais, peut-être que je me suis peut-être mal parlé. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit au niveau social, mais j'ai voté pour lui quand même parce que je veux rien savoir de Biden qui est ci puis qui est ça. Je l'ai rencontré en mars dernier quand je suis retournée en Floride et il s'est carrément radicalisé dans le sens où lui croit que le Deep State, il n'y a aucun procès qui est justifié et que Donald Trump va être tué. Il me disait empoisonné ou tué ou autre s'il ne revient pas, lui, à la présidence puis il ne va pas finalement drain the swamp, pour reprendre l'expression. Il est tombé dans le trou du lapin. Là. Puis ça, c'est un échantillonnage de plein de gens. Fait que ça a fait des petits, tout ça. Puis quand on parlait d'avoir abandonné certains électeurs puis de ne pas être à l'écoute, c'est le genre de personne aussi comme ça. Je veux dire, le gars, c'est un homme d'affaires. Puis il a réussi, puis il associe ça à Trump. Il veut pas que le prix de l'essence augmente avec les politiques environnementales de Biden. Il y en a plein de raisons pour dire que tu peux voter pour Trump au-delà des complots puis du Deep State et tout ça. Il y a des gens qui veulent voter pour Trump juste pour le point de vue portefeuille.
aussi drill, baby drill. Là. Ça, c'est ce que Trump répète depuis des semaines. Là, dire que le pétrole va redevenir ce qui est numéro 1, qu'on veut pas l'électrification nécessairement des transports. C'est quelque chose qui parle à beaucoup, beaucoup de gens. Les politiques au niveau de l'eau en Californie, il veut renverser ça parce que là, il protège, admettons, l'eau. Fait que les agriculteurs, quand il y a une sécheresse, tu peux pas aller chercher de l'eau à certains endroits parce que c'est protégé. Il va enlever ça. Mais ça va parler à beaucoup de gens. C'est sûr. Ça reste un candidat intéressant pour eux. Mm-hmm. J'entendais Ted Cruz à une entrevue. Puis ça, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, mettons, de regarder. Parce que les élections, on va voir qui gagne, là, tu sais. Mm-hmm. Sauf que moi, ce qui m'inquiète le plus, on dirait, c'est le scénario, mettons, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, c'est une victoire mince des démocrates. Parce que j'entendais Ted Cruz qui se faisait poser la question, est-ce que vous allez accepter les résultats des élections? Mm-hmm. Puis il disait, essentiellement, son message, c'était si les républicains gagnent, oui. Si les démocrates gagnent, non. Oui. Puis là, la fille, elle essaie de le challenger en disant « Ouais, mais ça fait pas de sens ce que vous dites. » Puis il dit « Écoutez, si les démocrates gagnent et qu'il n'y a pas eu de corruption et de fraude, on va accepter. » Puis là, c'est comme « OK, mais c'est quoi ce barème-là de corruption et de fraude, là, tu sais? » Puis essentiellement, c'était un peu ça son message. Mm-hmm. Puis à t'entendre les partisans de Trump qui pensent que le deep state est pour aller chercher Trump puis que c'est vraiment tout ça, c'est un plan pour le faire perdre la présidence. Si les démocrates gagnent par un mince avantage, puis c'est en ce moment, si les élections avaient lieu demain, il y a des chances que ce soit ça qui se passe, on dirait que j'ai peur à ce qui va se passer, là. Parce que là, il y a 4 ans, il y a eu un assaut au Capitole. Puis là, on est 4 ans plus tard, puis le fossé s'est creusé encore beaucoup plus, là, 4 ans plus tard. Là. Fait qu'est-ce que tu vois comme... Bien, premièrement, je trouve ça dommage qu'on ait ce discours-là. Il n'y a pas si longtemps, on respectait le résultat des élections. En 2000, c'était super serré avec Bush. La Cour suprême a déterminé que c'est lui qui avait gagné l'élection pour les républicains. Il y en a eu des démocrates qui ont déchiré leur chemise, mais il n'y a pas eu d'assaut au Capitole. Il n'y a pas eu de tentative de renverser le résultat. Il y a eu des républicains qui ont accepté leur défaite par le passé. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle ère où, peu importe le résultat, on va crier à la fraude. Et s'ils disent leur barème, c'est s'il n'y a pas de fraude, mais en 2020... même la Cour suprême, là, toutes les cours de justice ont déterminé qu'il n'y en a pas eu de fraude. Ouais. C'est pas tout Biden qui a orchestré ça. Là, c'est des juges qui ont été nommés par Trump ou des républicains. Là. C'est de croire encore cette théorie-là. Ça, c'est une des théories qu'avec grande certitude, je peux dire une fraude massive. Parce que de la fraude électorale, il y en a tout le temps. Ouais. Là. Je veux dire, des gens qui meurent, qui sont morts, qui votent. On en voit au Québec de temps en temps. Mm-hmm. Ça existe, c'est très dommage, mais c'est pas une fraude massive. Ce que la fille disait, c'est une fraude qui va avoir eu un impact. Voilà. C'était ça qu'elle disait. Oui, généralisée ou orchestrée, ou que... Alors, on n'a aucune preuve de ça. Le côté positif, si encore un scénario à la 2020, c'est que Trump n'est pas au pouvoir. Ouais. Ça veut dire que, exemple, pour certifier la victoire, ça se peut que ce soit un beau bordel à la Chambre des représentants ou au Sénat pour certifier la victoire de Biden, mais la personne qui va finaliser le vote, c'est Kamala Harris. Ouais. La dernière fois, c'était Mike Pence, puis il a tenu son bout, mais il aurait pu aussi plier. Si tu avais un scénario, puis essayer de trouver un moyen de jamais certifier la victoire. Je sais pas qu'est-ce qui se serait passé dans ce cas-là. C'est un scénario un peu catastrophique. Il a tenu son bout, malgré qu'il y avait du monde qui s'en venait avec des pancartes pendant Mike Pence. Oui, il avait même fait la potence devant le Capitole avec la corde et tout. Là, c'était des menaces directes. Donc, ça, c'est l'avantage. Le fait qu'il va, je pense, ce côté-là que ça va tenir, que tu peux pas dire on va demander à la garde nationale de tout arrêter, il y aura pas de loi martiale de déclarer. Il y avait toutes ces rumeurs-là, veux pas, là, quand c'était la fin de la présidence Trump, de dire qu'on allait comme trouver un moyen de geler l'élection. Il a finalement écouté ses conseillers, puis on s'est pas rendu jusque-là, très heureusement. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est depuis 2020, on a mis des gens dans des positions de gestion des élections qui ont une couleur politique et qui ont surtout, ils vont donner leur loyauté au camp Trump, si je peux l'appeler comme ça. La dernière fois, il y a des républicains qui ont tenu leur bout en disant « Hey, on aurait aimé que tu gagnes l'élection, mais c'est pas ça qui est arrivé. Sauf que là, ils ont remplacé ces gens-là avec des yes men puis des yes women qui vont tout faire pour justement empêcher la victoire du camp adverse. Fait que ça, c'est le côté qui me dérange un peu. C'est qu'on a politisé la démocratie, une élection carrément. Et l'autre élément qui est inquiétant, c'est que ce côté-là de crier à la fraude a fait des petits.
Je donne l'exemple Kari Lake en Arizona, qui est un personnage assez particulier, qui voulait être gouverneur de l'Arizona, qui a perdu par une marge assez importante et qui crie encore qu'elle a gagné depuis l'élection. Donc, elle a utilisé ça, puis elle, c'est à l'élection de mi-mandat. Elle va dire, j'ai gagné. À un moment donné, on dit, est-ce que vous voudriez être vice-présidente de Trump? Elle dit, je peux pas parce que je suis gouverneur. J'ai gagné à l'autre élection. Ouais. Fait qu'on est comme dans un monde un peu parallèle. Fait que ça fait des petits qu'il y a des candidats qui utilisent la stratégie de continuer de dire à tout prix, peu importe que, justement, ils ont gagné leur élection. Mais tu parlais aussi de partisans de Trump radicalisés, là, comme le monsieur que tu as rencontré. Est-ce que, tu sais, moi, quand j'ai eu la notification là, que Trump avait été reconnu coupable et tout, puis là, qu'il y avait une possible peine de prison, tu sais, les gens autour de moi disaient, mes amis disaient, ils donneront jamais une peine de prison parce que le peuple va se soulever puis il va y avoir une guerre civile. Ouais. Est-ce qu'on est à ce point-là tendu aux États-Unis? Puis est-ce qu'il y a assez de fans de Trump assez radicalisés pour dire que le monde vont par exemple, faire un assaut du Capitole numéro 2 ou ce genre de trucs. Ça va mal aller parce que s'il y a une guerre civile, il y a juste un côté qui ont des guns. Bon, c'est encore drôle, mais t'as des chasseurs, là, tu n'auras pas les mêmes armes. Mais non, oui, il y a c'est toujours cette possibilité-là, mais je crois pas à une guerre civile en deux camps comme on a vu, c'est à la vraie guerre civile américaine. Je pense que c'est surtout une guerre qu'on voit ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être dans la société américaine au niveau des propos, ça va être une division encore plus grande de la société. Moi, j'ai plus peur aux loups solitaires que vraiment quelque chose d'organisé, parce que les services de renseignement ont appris quand même des erreurs, à mon avis, de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Les groupes sont beaucoup plus surveillés. Les têtes dirigeantes des groupes d'extrême droite sont plus là. Il y en a plein qui sont en prison. Il y a beaucoup de partisans qui sont allés au Capitole qui se sont sentis abandonnés par Trump après, qui ont dit hey, moi je fais de la prison puis finalement il est pas là pour moi ou c'est lui qui nous a dit de venir ici là. Exactement, puis lui il dit non, je vous ai jamais dit de dire ça. Fait que là il y a eu de la frustration, mais je crois que oui, des loups solitaires, des extrémistes, il y a toujours ce danger là, peu importe les idéologies, que ce soit religieux, politique ou autre, peuvent faire beaucoup de dommages. Il y a quand même eu des tentatives aussi d'enlèvement de gouverneurs aux États-Unis, entre autres avec Gretchen Whitmer, que je vois comme une étoile montante du Parti démocrate, qui est gouverneur du Michigan. Il y avait eu ce scénario là avec c'était une taupe du FBI là, qui était dans l'organisation, mais il voulait faire sauter un pont pour une fois qu'ils l'ont envoyé, que les secours puissent pas arriver. Il voulait faire un tribunal populaire où il y avait à la fin la possibilité de la tuer, en lien avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. Des trucs comme ça, je mets pas ça de côté que ça arrivera pas. Okay. Je crois pas pour l'instant, avec le climat actuel, qu'il va y avoir nécessairement ça. Mais oui, il peut y avoir des soulèvements. Et le danger, c'est d'encourager ces soulèvements-là. Ouais. Trump est bon pour jouer sur la ligne. Là. Il dit jamais directement « faites ça », mais en entrevue, il dit « la population va se tanner ». Si je fais de la prison, ça va être le point de rupture. Ouais. C'est quoi le point de rupture? Il dit pas les gens vont vouloir poser des bombes. Mais c'est un peu un appel au soulèvement camouflé. Là. Mais camouflé. Ouais. Jamais on peut l'accuser d'avoir dit ça. Là, c'est notre interprétation dans le contexte. Mais ça joue vraiment sur la ligne, encore une fois. Il a dit aussi, si les gens ne seront pas contents, à un moment donné, oui, il y en a qui ont un danger de violence, ben ça dépend. Qu'est-ce qui va... il met toujours une espèce de petite zone grise qui, ça, peut avoir des conséquences. Puis, justement, la radicalisation en général, justement, mettons, 2000, il y avait la pandémie, fait qu'il y avait beaucoup de frustration, désinformation, puis une espèce de montée de l'extrême droite. Tu avais des QAnon, puis ces affaires-là qui prenaient de plus en plus d'emphase. Puis, est-ce que, dans les 4 dernières années, est-ce que cette extrême droite-là, cette radicalisation-là, est-ce qu'elle a continué à grandir ou à s'est calmée un petit peu, d'après toi? Je pense qu'elle est encore là. Je pense qu'il y a au contraire des têtes d'affiches qui vont avoir ce discours de droite, puis c'est légitime de l'avoir, puis tout ça. Tu as des Tucker Carlson de ce monde et autres qui sont plus justement à Fox News, mais qui ont des plateformes très importantes. Tu as Elon Musk qui a changé beaucoup les règles du jeu avec X / Twitter. Là. Moi, personnellement, j'y vais presque plus parce que je trouve que c'est un shit show. Oui, c'est ça. J'ai jamais été aussi découragée avec mon algorithme ou avec comment les gens réagissent à des nouvelles. Fait que je trouve qu'il y a des choses qui sont là, qui sont encore présentes, puis même c'est plus facile d'accéder à un certain discours sur certaines plateformes. Donc oui, je pense que c'est là. C'est pas le même niveau d'intensité
que pendant la pandémie. Parce que là, tu avais les tensions là, qui étaient super élevées. Puis c'était pas juste politique, là, c'était sanitaire, c'était économique, c'était au Canada aussi, c'était un peu partout. Tandis que là, c'est vraiment concentré sur 2 camps politiques. Et ça va être aussi intéressant de voir, ça on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui arrive si les républicains gagnent avec une mince majorité? Est-ce qu'il y a des démocrates aussi qui vont genre se soulever? Là? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer? Eux, ils vont se soulever, plus les démocrates, exemple George Floyd, là, le mouvement Black Lives Matter, le droit des femmes, il y a des soulèvements, mais il y a quand même des risques aussi de monter des tensions, de manifestations, de contre-manifestants. Fait que ça aussi, le scénario idéal, c'est qu'un des deux gagne avec une grande majorité. Ouais. C'est vraiment... c'est pas ce qui semble se dit ça arriver. Là. Mais... On sait jamais. On sait jamais. C'est une poignée d'États qui font la différence. Il y a 6 États pivots, à peu près, là, ce qu'on appelle les États clés, les swing states. Trump était en avance, parce que là, ça va changer, dans 5 États sur 6. Si la tendance est renversée puis que c'est Biden qui remporte encore comme la dernière fois, c'est à son avantage. Aussi, rappelez-vous, en 2020, c'était le vote postal, c'était la pandémie. Ouais. Fait que, ça a pris 5 jours à avoir la confirmation de victoire, ce qui a fait qu'on commençait à douter des résultats. Ouais. On n'est pas en pandémie. À mon avis, ça va se régler beaucoup plus rapidement. Ça aussi, ça peut calmer les ardeurs des gens. Tu as parlé de Elon Musk. Il m'apparaît être un personnage quand même important dans ces élections-là. Mm-hmm. Peux-tu m'expliquer un peu le rôle que tu lui prêtes dans ce climat-là? Là? Bon. Parce qu'il semble pas... Il semble avoir un peu pris un parti sans nécessairement en avoir pris un. Il semble critique quand même envers les deux côtés, même s'il semble tendre plus vers les républicains. Là. Mais il est critique des deux côtés. Par contre, il a dit « Avant, j'étais un démocrate. Maintenant, je vais voter sûrement du côté républicain. Ouais. » Il va quand même prendre un parti pris. Ron DeSantis, quand il a annoncé sa candidature, il l'a fait avec Elon Musk. En ligne, là, finalement, ça avait planté. Là. Oui, c'est vrai, ça avait bugué. Ouais. Oui, c'était une espèce de premier lancement sur X. Puis je veux dire, il y avait des bruits de micro, puis « This mic on », puis c'était catastrophique. Là, il n'y avait pas d'image. C'est bon. Fait que oui, il prend un parti pris. Il va critiquer beaucoup ce que Biden va faire. Il va aussi parler de désinformation. Il va partager plutôt des trucs de désinformation, mais tu restes, c'est toi le boss de X. Là. Si toi, tu commences à le partager, les gens vont voir une certaine crédibilité. Puis des fois, c'est qu'ils voient quelqu'un qui a mis hey, « ça n'a pas de bon sens ce que le camp Biden promet de faire » ou tout ça. Finalement, c'est pas vrai, mais là, c'est partagé. Fait que c'est sur le web, puis là, c'est terminé. Là, ça part en vrille. Donc oui, je pense qu'il a quand même choisi son camp. Est-ce qu'il va critiquer Trump ou d'autres? Quand même, oui. T'sais, il se garde une gêne. Puis Elon Musk est pas américain. Dans le sens qu'il ne pourrait pas être vice-président. Il y a des gens qui se disaient est-ce qu'il pourrait être le colistier. Il n'est pas, justement, dans les critères, il les a pas. Là, il n'est pas né américain. Il vient d'Afrique du Sud, là, si je me trompe pas. Fait que, il n'y a pas cette possibilité-là, mais je pense qu'il va être peut-être un conseiller spécial d'une administration Trump. Je serais vraiment pas surprise de dire qu'il soit un conseiller, justement. Il y avait un envoyé spécial pour le climat. Là, est-ce que lui, ça pourrait être pour la technologie, le développement dans l'espace? De réconcilier le drill que tu nous parlais tantôt, puis le gars qui a que sa vie au complet, c'est d'arrêter de driller, là, tu sais. Oui, mais en même temps, il est pour la grande liberté. Si les gens veulent faire ça, qu'ils le fassent. Puis, fait qu'il y a quand même un discours un peu libertarien, Elon Musk, que les républicains vont se reconnaître là-dedans. Là, fait qu'il y a un côté aussi que je pense qu'il est intéressé par ça. Comme il dit, je suis pas d'accord avec tout, mais il n'aime pas le côté qui dit censure des démocrates, woke. Il n'aime pas ça non plus. Le côté on ne peut plus rien dire, l'immigration, tous ces enjeux-là, ça lui parle pas là, pour pencher du côté démocrate. Puis est-ce qu'il y a quand même une grosse influence, d'après toi, dans ces élections-là, ou pas tant que ça? Il parle un peu aux convertis? Je pense qu'il parle aux convertis, mais ça reste que sa plateforme, c'est pas négligeable. Combien de millions de gens peuvent être atteints par ça? Il disait la possibilité de faire un débat aussi sur sa plateforme. Ouais. Il y a comme différentes... Est-ce qu'il va en avoir un débat? Oui, bien en théorie. En théorie? En théorie, le 27 juin. Puis est-ce qu'ils vont se faire tester de drogue avant? Non. Non? Il n'y aura pas de drogue testée? Oui, non, je ne penserais pas. Mais non, ça, le débat, c'est intéressant. C'est le premier de l'histoire moderne qui est avant même que les deux candidats soient confirmés par leur parti. Parce que cet été, il y a toujours une convention où là, tu confirmes officiellement que Trump, c'est le candidat républicain, Biden, le candidat démocrate. Puis là, pourquoi tu as ça avant? La grande question, je pense que parce que si quelqu'un se plante, ils ont le temps de se reprendre jusqu'en novembre. Ouais. Et ils font ça hors du système habituel. Donc, Robert Kennedy Jr. n'est pas là.
Okay. Il n'est pas sur scène parce qu'ils ont mis des critères impossibles à rencontrer pour lui. Tandis que si c'était dans la fédération qui gère les débats présidentiels habituellement depuis depuis les années 80, il aurait peut-être pu être là parce que tu dois, par exemple, avoir 15% des intentions de vote. Là, en tout cas, je vous dis ça de mémoire. Mais là, ça, c'est une autre technique. Et le débat, encore, ce qui est intéressant, c'est qui a le plus à perdre et à gagner, c'est Biden dans les deux cas. Trump, je pense pas que ça va changer grand-chose, le débat. Un peu peut-être. Les gens vont voir comment il se défend des accusations. Et Trump était tellement décousu dans son discours post-verdict de culpabilité qu'il y en a qui se sont dit « Hey, les deux, s'ils débattent comme ça, là, en partant dans tous les sens, en étant aucunement cohérents, je sais pas si c'est au niveau émotif, cognitif, peu importe, et que ça va être pénible à écouter. » Mais oui, mais puis Trump, c'est quelqu'un qui c'est presque impossible de débattre avec lui parce que justement, t'as beau amener des faits, je veux dire, ben tu sais, les faits c'est les faits alternatifs, sont balayés du revers de la main comme si ça valait rien. Puis tu sais, le débat qu'il y avait eu avec Hillary Clinton, là, si je me souviens, là, c'était vraiment weird. Là, c'était comme de quelqu'un qui essaie de débattre de manière classique avec des arguments, puis là, t'as l'autre qui fait juste esquiver, partir sur autre chose. Puis dans les attaques personnelles. Dans les attaques personnelles. Fait que tu sais, ça fait qu'il n'y a rien de substantiel là, qui peut sortir de ça. C'est plus un exercice de PR qu'un un vrai débat d'idées. J'ai l'impression. Puis pour les deux, c'est ça que tu sembles dire. Tu sais, les deux, c'est comme un combat de qui va être le plus sharp intellectuellement. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Le monde va regarder le débat pas pour entendre une idée démocrate versus une idée républicaine, mais pour voir lequel des deux va être le plus sharp dans sa rhétorique. Puis Biden, au State of the Union, le speech qu'il a fait, moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Puis il faisait même du crowd work là, avec du monde. Genre, il était spontané. Il sortait de son prompteur, il piquait du monde. C'est pour ça ta question de test de drogue, là. Oui, c'est ça, parce qu'après ça, les républicains disaient... Il est sur Adderall. Il est sur quelque chose, parce qu'il est jamais de même, genre. Tu sais, l'autre jour, je pense qu'il s'est fait dire... il s'en allait de sa conférence de presse, puis là, il se fait dire un commentaire sur le fait que Trump dit que c'est de ta faute, tu sais, puis là, il fait juste se tourner. Il dit rien. Puis il marche, à peu près 10 secondes, il se retourne, puis il marche. Tu sais, c'est pas le même gars que quand il était à State of the Union, puis il pointait le monde, puis il parlait, puis c'est... Comment ça s'explique, ça? C'est-tu juste qu'il a bien dormi la nuit avant, ou comme... Ben, qui savait, je pense qu'il y avait la pression aussi de se dire, là, il faut vraiment que je performe. Parce que j'ai un discours sur l'état de l'Union en campagne électorale. C'est un cadeau là, pour un président sortant qui se représente. Là. Tout le monde veut savoir c'est quoi ton bilan, tes promesses comme de fin de mandat, mais quand tu fais des promesses de fin de mandat, c'est pas mal aussi des promesses électorales, même si en théorie, tu dois pas utiliser ça comme une plateforme pour te vendre politiquement parce que t'es le président Biden, t'es pas le candidat Biden, mais oui, il était très bon, puis... je regardais ça, j'étais comme, mon Dieu, là, j'avais presque peur de dire qu'il était bon puis que les gens pensent que je suis biaisée, mais il était sincèrement bon dans son discours. Il était vraiment fort. Oui, il y en a des discours qu'il fait là, que c'est complètement décousu, il parle pas fort. Justement, Marguerite Taylor Greene qui l'a éclaté, qui criait des insanités pendant, puis là, lui, il répondait. Il était comme, tu sais, genre, voulant dire, calme-toi, fille, là. Non, c'était super bon. Il faut qu'il soit comme ça. Puis il y a certains débats face à Trump où il était solide. Il y en a d'autres que c'était tellement chaotique que c'était pénible pour peu importe qui écoute ce débat-là. Là, il va y avoir des micros qui vont pouvoir être fermés. J'ai hâte de voir c'est quoi les règles du jeu, mais à un certain point, si on répond pas à la question ou on dépasse le temps, on va pouvoir couper le son carrément des micros. Trump va être content de se faire couper son micro. J'ai hâte de le voir, là. Faudrait qu'il y ait un petit mécanisme pour les deux de choc électrique. Si le micro... si le micro fonctionne pas là, pour vraiment les arrêter, mais Biden, s'il performe bien, c'est bien que tu démontres cet exemple-là du discours sur l'état de l'Union, ben ça va être la même réaction. Parce que là, il y a plus de monde qui vont l'écouter probablement. Même le State of the Union, il faut que tu le veuilles l'écouter pour l'écouter. Mais là, le débat, c'est comme ça va être un événement, ça va être le Super Bowl, là, ça va être un événement de télé-réalité incroyable. Mais je serais pas surprise qu'ils trouvent un moyen de l'annuler. C'est pour ça que je parle au conditionnel, parce que, tu sais, dire, moi, je veux pas être avec un convicted felon, avec quelqu'un qui a été reconnu coupable. Il y a plein de façons de s'en sortir. Je pense que Biden essaierait d'annuler le débat. Moi, j'étais surprise, honnêtement, que Biden accepte un débat, parce que Trump lui avait donné la possibilité de pas en avoir sur un plateau d'argent, parce que Trump n'a pas débattu avec aucun adversaire républicain. Zéro. Il a refusé de le faire. Biden, qui n'est pas tout le temps bon en débat, aurait pu dire « Hey, mais tu l'as pas fait avec tes adversaires dans un contexte démocratique. Pourquoi est-ce que moi, j'irais débattre avec toi? » Tu sais, n'as même pas été capable de confronter Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie et j'en passe. Là. Il a choisi de pas le faire.
Pourquoi est-ce que là, moi, je te donnerais la possibilité? Mais Biden a choisi de le faire parce que justement, je pense qu'il doit être confiant qu'il est capable de le faire. Puis ça va être particulier. Tu as un actuel président avec un ancien président qui a été condamné. Comment ils vont gérer ça? Biden, on s'en mêlait pas avant parce que justement, il voulait pas tomber dans le jeu de je me mêle du côté judiciaire, mais là, il y a une condamnation. Fait qu'il y a comme une espèce de carte que tu peux, de free pass que tu peux en parler. C'est plus des allégations, c'est des... Exactement. Alors, ce côté-là est quand même intéressant, mais Biden doit aussi faire attention de ne pas tomber trop dans le jeu de Trump, de s'en mêler trop. C'est juste d'avoir utilisé Robert De Niro pendant le procès. J'ai trouvé que c'était une erreur. Parce que c'est quoi? Robert De Niro, l'acteur, a été devant le procès, devant le palais de justice, pour commencer à parler au nom de la campagne Biden-Harris contre Trump. Okay. Fait que là, il s'est mis à dire, lui, c'est un clown. Puis à New York, on le tolérait, mais on le respectait pas. Il dit, moi, je suis un fier New-Yorkais, c'est mon quartier ici, je veux pas qu'il revienne. Il dit, un bouffon. Dans le passé, on a ri des bouffons qui sont devenus par la suite des dictateurs. Si je paraphrase un peu ce qu'il a dit, mais il dit, attention, c'est peut-être la dernière élection qu'on va avoir démocratique s'il est élu. Fait qu'il y avait ce côté très alarmiste, très bon au niveau marketing politique. De Robert De Niro, en arrière de lui, tu as 2 policiers du Capitole qui ont été blessés pendant l'assaut. C'est une symbolique très forte. Sauf qu'en même temps, il dit à la fin, votez Biden-Harris. Ouais. Je comprends l'idée, dans un procès. mais t'es pas supposé, t'es devant le palais de justice. Puis l'autre, Trump dit... Ben, il se mêle du processus politique, mais t'envoies un porte-parole pour toi. C'est de dire oui, il se mêle du processus judiciaire, pardon. Ouais. Fait que ça, c'était une erreur. Ouais. Fait qu'il faut être prudent. Est-ce que... t'allais-tu continuer là-dessus? Oui, j'allais continuer. En fait, j'allais continuer sur le débat. Là. Est-ce que tu penses que la garde rapprochée de Biden, dans cette optique-là d'accepter de débattre, est-ce que tu penses qu'ils ont une autre lecture que nous, on a de comment l'état de Trump actuellement? Tu veux dire dans les sondages? Non, mais juste dans comme ses dernières sorties, comment c'était décousu aussi, puis qu'il y avait comme... Il sait plus le Trump de 4 ans non plus, on dirait, là, dans sa rhétorique, dans comment il est actif, parce que lui aussi, il veut pas. Oui, puis il y a eu une présidence aussi. Est-ce que ça, tu penses que c'est dans la tête des démocrates, ça? Oui, mais c'est un calcul à faire de dire, ils nous attaquent là-dessus, mais nous aussi, on peut les attaquer. Puis on le voit dans toutes les pubs, les clips qui sont repartagés par le Parti démocrate, c'est dès que Trump trébuche. La même chose, là, c'est vraiment l'effet miroir. Là, il trébuche, il se trompe de mots. L'autre fois, il avait dit on va bientôt avoir une 2e guerre mondiale au lieu de 3e guerre mondiale. Il parle d'Obama pour parler de Biden. Tout ça est utilisé, sauf que Trump, son côté habile que Biden n'a pas nécessairement, c'est d'assumer ça puis de dire ouais, mais je dis Obama parce que je sais que c'est lui qui tire les ficelles puis que Biden, c'est une marionnette puis il n'est pas là vraiment. Fait que Biden est pas bon pour faire ça. Il n'y a pas ça dans sa personnalité non plus. Ben, bon, je sais pas si c'est ça le terme qu'il faut utiliser, mais utilise pas ça comme tout le négatif que Trump a fait ou a dit. C'est rare. Là. Je pense qu'il y a 1 ou 2 exceptions, c'est excusé ou il s'est rétracté. Sinon, c'est toujours en train de dire oui, mais j'ai dit ça. Oui, je voulais dire ça parce que. Il se trouve toujours une bonne raison. Fait qu'il s'en sort. Alors, il faut être prudent avec Trump, même s'il est décousu. Il est quand même très habile pour se sortir de situations difficiles. L'anguille, j'aime ce surnom-là. Couleuvre, l'anguille. Est-ce que la situation, d'après toi, Israël-Palestine, ça a un enjeu, ça a un poids dans la campagne électorale? Ça va avoir un effet, tu penses? Oui. Parce que, tu sais, c'est quand même j'ai l'impression, du moins, là, que le support aux Palestiniens est de plus en plus grand, puis que c'est de plus en plus gênant pour le président américain d'être l'allié d'Israël. Est-ce que tu penses que ça va lui nuire à Biden? Ça peut lui nuire parce qu'il y a eu des votes de contestation pendant les primaires démocrates. T'sais, les gens allaient faire un vote blanc, là, un peu. Là, c'était non-committed, donc c'est non confirmé ou non commis. Ils votaient pas pour Biden. Ils votaient vraiment sur l'autre case qui était possible, même si c'était des démocrates. Et ça, c'est par milliers. Là. Il y a certaines élections, là, c'était même plus que 8% de l'électorat démocrate qui avait voté dans cette case-là pour envoyer un message à Biden de dire ben ton appui inconditionnel à Israël, ça nous dérange. Et si tu vas avoir notre vote, des jeunes, des étudiants, des minorités, il y avait entre autres au Minnesota puis au Michigan une grosse communauté arabo-américaine qui se disait moi, c'est pas vrai que je vais voter pour toi si t'es pour faire ça. Le problème de cette logique-là, c'est que si tu votes pas pour Biden et que c'est Trump gagne, Trump est encore plus pro-Israël. Il est au contraire, là, je veux dire, c'est pas à l'avantage des gens. Aussi, fait que ça, cette base-là électorale est menacée ou effritée.
Et le problème, c'est que si les gens ne sont pas motivés d'aller voter, je pense pas que ces gens-là, il n'y a aucune personne qui, s'il fait une lecture bonne de la situation, va voter pour Trump en se disant que ça va être une meilleure situation pour les Palestiniens. Fait que c'est pas une base électorale qui vaut la peine de courtiser tant que ça. Mais il faut. Oui, il faut que Biden le fasse. Il faut que Biden trouve le moyen de se réconcilier parce qu'il ne peut pas gagner sans le vote des minorités aux États-Unis, sans le vote des jeunes. Les jeunes, dans toutes les élections, votent en grande partie démocrates. Tu sais, statistiquement parlant, les Afro-Américains, la même chose, Latino-Américains, à part les Cubains de la Floride, là, si je fais comme une généralisation parce que c'est pas monolithique, là. Mais il y a besoin de ce vote-là. Tu peux pas gagner sans le vote noir aux États-Unis comme président démocrate. C'est impossible. Ça n'arrive pas. Il doit trouver le moyen de trouver une solution avec eux. Il faut que tu réconcilies aussi. Mais j'imagine parce que si tu essaies d'aller chercher ce vote-là, il y a des chances que tu perdes le vote juif, là, principalement. Sauf que le vote juif est plutôt plus républicain. Il y en a quand même au sein de son parti qui veulent. Il faut que tu sois sur la ligne de t'appuyer Israël, mais tu condamnes. Mais là, tu condamnes, tu sais, là, il y a eu l'offensive à Rafah, mais qui n'est pas une vraie offensive selon les Américains. Fait que là, tu n'as pas retenu la livraison d'armes parce qu'il avait dit il y a une ligne rouge là, que j'appelle la ligne transparente parce que je trouve qu'elle n'est pas vraiment pas si rouge que ça. Là. Quand il y a eu le bombardement d'un camp de réfugiés, il a dit ouais, mais c'était aérien, c'était pas terrestre. Nous, on avait dit terrestre. C'est comme jouer vraiment sur les mots. C'est ça. Ils sont vraiment de même. C'est tellement con, là. Je sais. Écoute, c'était pas terrestre, non? Mais... Ça s'est passé en après-midi, puis on avait dit qu'après 18 h, ça comptait pas. C'est ça. Il y a un couvre-feu, là, si c'était dépassé ça. Non, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Il essaie. Et je voudrais pas être à sa place. C'est de naviguer ça. Là. Et même le vote afro-américain aux États-Unis est en train de perdre des plumes. Alors, je pense qu'à 86, si je me souviens bien, là, il y avait une évaluation que 92% des électeurs noirs avaient voté pour Biden dans la dernière élection. Puis là, les projections, c'est 77. Okay. C'est une grosse différence. Ces votes-là vont à Trump, ça peut faire encore basculer. Parce que les États clés. La communauté noire voterait pour Trump. Il y en a de plus en plus. Pourquoi? À quelle raison? Parce qu'ils se disent, hey, ça fait combien de mandats des démocrates là, qu'on leur donne, puis qu'ils nous promettent X, Y choses, puis ils nous prennent pour acquis, puis finalement, ça se passe pas. Et il y a des gens qui se disent, Trump dit les vraies affaires. Au niveau économique, il va nous aider, peu importe la couleur de notre peau. Il y a ce côté-là qui ne voit pas Trump avec des propos racistes. Au contraire, et Trump pourrait avoir un colistier noir aussi pour aller chercher cet électorat-là. Il y a ce calcul-là qui est fait en ce moment. Il y a comme deux possibilités, là, dont quelqu'un qui a dit aussi que les Noirs allaient moins bien qu'à l'époque de Jim Crow. Là, mais ça a été contesté dans les derniers jours parce qu'ils ont dit, ouais, t'es sérieux? Là? On n'est pas dans l'époque de ségrégation comme c'était le cas. Fait que il y a ce côté-là où, oui, il y a des gens qui vont peut-être délaisser le Parti démocrate. C'est encore une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Les États clés, la Géorgie, la Pennsylvanie, Michigan, tout ça, les grandes villes, il y en a beaucoup une population noire. Et c'est eux qui votent démocrate. C'est plus t'es populeux, là, plus t'es dans la grande ville, c'est ça qui fait basculer. Parce que le côté rural va voter républicain. Ouais. C'est les villes. Puis là, si tu perds ce vote-là, tu peux perdre l'élection. Si les gens restent à la maison, tu peux perdre l'élection. Parce que les partisans de Trump vont voter. Mais si t'es pas emballé par Biden, tu te dis, je suis un jeune, je suis pas intéressé par ses politiques, même s'il veut rembourser les dettes étudiantes. Il essaie de trouver le moyen. Là. Mais la Palestine, ça te dérange. T'es un électeur afro-américain que tu trouves qu'il t'a abandonné. Tu restes à la maison, il arrive quoi? Trump gagne aussi. Comme Hillary Clinton, il y en a plein qui sont restés à la maison en se disant j'aime pas Trump, mais j'aime pas tant Clinton, fait que je vais rester chez moi. Puis Trump peut rentrer facilement finalement. Donc c'est une zone dangereuse pour Biden. C'est pourquoi, oui, Trump, il y a plein de problèmes judiciaires, mais Biden a tellement de problèmes avec sa base électorale que finalement, c'est pour ça que ça bouge pas tant que ça l'aiguille. Avant qu'on parle un petit peu de ton podcast, ton nouveau projet, juste une dernière question par rapport à ça, ou du moins ton guess le plus éduqué sur qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois aux élections américaines. Mettons ton scénario selon ton guess le plus éduqué des prochains 6 mois. Si vous pensez que je vais vous faire une prévision... juste pas une prévision, mais juste un... je pense que les démocrates vont bien performer au niveau du Congrès, parce que ça aussi, c'est en élection. Puis on va juste le sortir. Non, mais là, je ne vais pas dire, j'arrête... Je peux faire comme mon cher collègue Raphaël et mettre mon emploi en jeu. On a tous appris de ça. On est tous très prudents, alors on le remercie. Mais je vais être sincère, là. Puis ça, je vous le dis en toute sincérité, je ne peux pas voir qui va sortir gagnant de ça. Impossible à cette étape-ci. C'est trop serré. Il y a trop de facteurs. Si Biden se plante dans les débats, s'il arrive quelque chose au niveau cognitif, que là, il a l'air pas là, les gens vont perdre confiance, vont aller voter pour Trump. Si Trump, il y a des nouvelles, je sais pas, un autre procès qui commence et quelque chose commence à y faire mal,
ils vont peut-être aller du côté de Biden. S'il y a un autre conflit à l'international qui se développe, ce que je souhaite pas, mais une escalade, souvent tu votes plus pour le président en temps de guerre. C'est beaucoup trop de facteurs pour une élection aussi serrée. Puis je faisais partie des gens qui pensaient aussi qu'Hillary Clinton allait gagner. Là, honnêtement, dans mes prévisions en 2016, puis c'est pas ça qui est arrivé. Alors, je suis pas capable de vous dire ça. Je pense par contre que tout le côté avortement, droit des femmes va aider énormément les démocrates. Ouais. C'est ce qui va être leur bouée de sauvetage, même avec toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir actuellement. Je pense que les référendums pour protéger le droit à l'avortement, ça va être plutôt positif. Mis à part peut-être celui en Floride où ça prend 60% et non 50% pour protéger le droit à l'avortement dans la Constitution. Mais il y a ça, là, les référendums qu'on voit souvent. Je pense qu'aussi, ça va être à l'avantage des pro-choix. Je pense qu'on va vouloir protéger la contraception, tout ça. Donc, c'est... voilà. Les seules prévisions que je vais faire. S'il y a un débat, tu sais, quand tu regardes la télé puis il y a comme quelqu'un que tu connais, soit qui fait du sport ou qui est à une entrevue, on a vu du monde qu'on connaissait, tout le monde en parle dernièrement, que ce soit Joe ou les filles de sexe oral. Tu sais, t'as comme une genre de boule dans le ventre en espérant que la personne, tu sais, quand il y a comme une virgule qui est un peu longue, tu fais « Ah non, est-ce qu'elle se rappelle plus de ce qu'elle veut dire? » Ou genre, tu sais, t'as comme le petit stress comme ça. S'il y a un débat, je vais l'écouter comme ça. Oui. Quand Biden va comme commencer un peu à drifter, là, puis là, c'est comme « Ah, c'est terminé. » OK, c'est où? Il a pas perdu, là, il a pas oublié ce qu'il voulait dire. Oui, mais... Ouais. J'espère qu'il va être pertinent le débat parce qu'il y en a beaucoup que j'ai écouté que je peux vous dire, j'ai trouvé que c'était une opération assez difficile. Au moins, mais des fois, quand c'est trop cacophonique, là, je me dis, mon Dieu, une chance que je suis payée pour écouter ça parce que autant que je suis passionnée qu'autant il y a des fois que c'est pas mal décevant. Non, c'est ça. Un débat avec Trump, c'est comme il n'y a aucun respect des règles, il n'y a aucun respect. Fait que ça fait juste des gens qui parlent. Des fois, c'est de l'entertainment. Là, si je me sors du contexte politique puis de mon analyse, juste à regarder, c'est très oui, on a le popcorn, le verre de vin, puis c'est un bon show. Là. Ouais. Il y a d'autres fois, je me souviens de certains débats où tu t'entends même pas les propos d'un côté ou de l'autre. Le modérateur n'est pas capable d'agir. Ouais. Ça donne le goût de fermer la télé. Ouais, aussi divertissant que ça peut être, ça donne vraiment le goût de fermer la télé. Fait ton nouveau projet? Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parler aux auditeurs du Sans Filtre qui cherchent plus de politique américaine? Ça s'appelle Miss America. Ouais. Je suis allée sur le cliché, parce que de la fille blonde qui parle de politique américaine. Non, on parle pas de concours de beauté ici. On parle de politique américaine. C'est très grand public. C'était vraiment ça l'objectif parce que, tu sais, à la chaire à Haut-Dandurand, on a un podcast, on va creuser les sujets, mais on avait besoin aussi d'avoir la base. C'est comment ça fonctionne le système électoral, la Chambre des représentants, le Congrès, le président, c'est justement, est-ce que c'est aussi puissant qu'on le dit? La société américaine, je pense que ça nous fascine. Donc, là, il y a 5 épisodes qui sont sortis. Le premier, c'est avec Jean-René Dufort. Puis là, c'est un peu ludique. On parle de tous les concepts de politique américaine. Lui, il adore les États-Unis. Fait qu'on échange là-dessus. Donc, ça, c'est le premier épisode. Mais il y a un épisode super pertinent, je crois, bien humblement, sur le droit à l'avortement, où j'ai 2 super invités, dont Dr. Diane Francaire, qui est à la tête de la Fédération des médecins spécialistes il y a quelques années, mais qui est obstétricienne, gynécologue, qui a pratiqué aux États-Unis. Écoute, son nom s'est retrouvé dans le journal au Kentucky parce qu'elle pratiquait des avortements, comme être intimidée comme ça. Alors, il y a vraiment... elle parle aussi du fait, est-ce que ça s'en vient au Canada? Est-ce qu'au Québec, on devrait s'inquiéter? Est-ce que c'est protégé ou on prend ça pour acquis? Puis, je suis ressortie de là avec beaucoup de questionnements. Je sentais que c'était, parce que je ne suis pas spécialiste du débat au Canada, je sentais que c'était beaucoup plus protégé. Et je vous avoue que c'est pas... Il y a des risques. Il y a vraiment quand même des risques à plusieurs niveaux. On parle des armes à feu. C'est pourquoi les Américains, je me souviens, on s'en est parlé, il y a mon autre présence ici au podcast. Pourquoi ils aiment tant ça, leur gun? Pourquoi, malgré les fusillades, ça ne change rien? J'ai un épisode aussi sur est-ce que Pierre Poilievre, c'est le Trump du Canada? Et j'ai même un épisode sur la Floride, si vous voulez investir en immobilier, le lifestyle. On va même ailleurs que la politique. Alors ça, c'est vraiment la première saison. Puis là, j'imagine qu'il va y avoir une deuxième saison. Comme l'automne, je pense qu'on a un petit peu d'actualité. Mais pour ceux qui ne veulent pas parler de Trump et de Biden, j'en parle pas dans la première saison. Ou à peine. C'est bon. Ça fait du bien des fois une pause, là, juste en exemple, mais sinon, de toute façon, là, ceux qui sont rendus ici dans le podcast, il y en a assez. Oui, c'est ça. Il y en a assez de Trump et de Biden jusqu'aux élections. C'est ça. Mais oui, fait que c'est vraiment un beau projet, puis je trouve ça bien, puis la réaction est positive aussi d'avoir ça pour que si tu aimes la politique américaine, tu trouves ton compte, mais si tu connais pas ça aussi, qu'on prend pas pour acquis que tu connais tout. Puis vous le savez, là, ça fait longtemps que vous faites des balados. Je trouve tellement que c'est un beau véhicule d'information parce que tu as du temps. Je travaille en radio puis en télé depuis des années. Là. Résumer quelque chose en 3 minutes, là, je fais ça tous les jours.
je dois tourner les coins ronds parce que tu n'as pas le choix. Puis là, tu peux vraiment aller dans le fin fond du débat. Puis ça, c'est vraiment la beauté de la façon des balados pour informer. Ben, ça aide après ça à suivre l'actualité. Tu sais, des fois, justement, quand tu suis l'actualité, tu as comme le dernier développement, mais si tu n'as pas tout le contexte en arrière, c'est dur de comme saisir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Puis tu peux pas tout suivre, tout savoir. Là, on est tous des personnes informées ici, mais il y a plein de nouvelles que j'ai pas vues, canadiennes, québécoises, de ma ville ou n'importe quoi. Là. Fait que c'est bien de pouvoir approfondir les sujets. Voilà. Ça se veut des épisodes plus intemporels, dans le fond. Ça ne suit pas nécessairement l'actualité. Mais la première saison, ça ne suit pas l'actualité. C'est sûr que l'automne, on va peut-être avoir certains épisodes qui vont être plus en temps réel parce que il va y avoir des débats en septembre, il va y avoir l'élection qui s'en vient, fait qu'on n'aura pas le choix de suivre un peu l'actualité. Mais le but, c'était que oui, si tu l'écoutes demain matin, comme si tu l'écoutais il y a 2 semaines, l'information reste la même. Il y a pas, le débat sur l'avortement va avoir évolué, je dirais négativement avec les semaines qui viennent, mais ça reste la même base. Puis la même chose sur les armes à feu, le 2e amendement va pas être renversé, la Constitution va pas être changée d'ici à l'automne prochain. Fait que oui, c'est assez intemporel. À l'automne, on va être plus dans le temps parce que, écoute, ça va être le Super Bowl des Super Bowls. On n'aura pas le choix. Là. On sort les feux d'artifice. Oui, écoute, c'est très américain, ça, les feux d'artifice. Le 4 juillet, que je vais devoir célébrer aussi. Là. Je suis prête. On n'aura pas le choix. Voilà, Miss America, il faut qu'elle célèbre le 4 juillet. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment éclairant et... Déprimant ou ça va? Non. Okay. Ça va, intéressant. Intéressant. On invite les gens à écouter ton podcast, à la radio, te suivre. C'est très gentil. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir.